pour moi, l'exemple le plus flagrant, mais ça marche, mais quasiment tout le temps. Quelqu'un qui est en échec sur une épreuve ou sur un rendez-vous, il te dit ouais, je te contacte parce que j'ai fait la réunion, c'est la 4e fois que je la fais, j'ai abandonné l'année dernière, j'y arrive pas, j'ai abandonné, c'est le bazar, je voulais faire moins de 30 heures et puis finalement j'ai bâché au 100e. Bon, il dit ouais, t'as fait 4 fois déjà, ouais. Ouais, la première. Ah, la première c'est super. Ouais, c'était génial, j'avais trop peur, j'ai pris mon temps. Donc je suis allé avec des potes, on s'est marré, on prenait des photos, je me suis arrêté au ravito au moins 1 heure à Cilaos, puis on est reparti, j'avais des ampoules et tout, et j'ai fini en 35 heures, quoi. Mais tu vois, en prenant vachement de temps au ravito, voilà, ok. Et la deuxième année, je me suis dit, si tu t'arrêtes pas au ravito, tu vas faire 32 heures, tu vas faire top 100, et puis super, quoi. Et j'ai abandonné. Ah, voilà. Pourquoi? Parce que la première fois, tu vas avec des yeux d'enfant. Et la deuxième fois, tu as oublié une chose, c'est qu'il faut juste rationaliser les choses. C'est un ultra, quoi. Voilà. Et comme on rentre en mode bazooka, ne pas accepter ses limites, ne pas percevoir ses limites et vouloir, ça marche pas, en fait. Voilà. Et les gens, ils reviennent. Leur plus beau souvenir, c'est souvent toujours le premier, quoi. Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro, et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites, bénévoles ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un des personnages historiques de la communauté trail running depuis le début des années 2000. C'est certainement la personnalité qui m'a été le plus recommandée par les invités et ma communauté. Il est un véritable pilier de la discipline car il a performé sur des mythes tels que la Saint-Élion ou les Templiers, mais surtout car il est l'un des coachs les plus reconnus du milieu ces dernières années. Et il a d'ailleurs débuté sa carrière en 2009 en accompagnant Sébastien Chéniaud, qui terminera second de l'UTMB cette même année. Il a été également l'entraîneur du Team Esport Salomon et est aujourd'hui en exercice avec les plus grands athlètes de la discipline, comme Amandine Ferrato, Camille Boya, François Dahem, Thibaut Barognan et tant d'autres, mais il prend également en charge des coureurs non professionnels qui souhaitent lutter contre les barrières horaires ou se lancer de nouveaux défis. Il partage d'ailleurs cette belle aventure intitulée Fartlek avec Diego Alarcon et propose des plans d'entraînement personnalisés, des offres pour partager ou des rencontres et des événements pour clubs ou associations. Bref, vous l'avez compris, nous allons avoir du grain à moudre avec mon invité du jour, donc je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et laisse place à ma conversation avec Christophe Mallardet. Aujourd'hui, je suis avec Christophe Mallardet. Salut Christophe, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Bonjour Nicolas. Alors Christophe, déjà, comme je disais dans l'intro, tu es, je pense, le personnage qui m'a été le plus recommandé par les divers invités que j'ai reçus ou même toute la communauté du trail. Donc je pense qu'on va avoir certainement, comme je disais dans l'introduction, du grain à moudre, toi et moi. Ouais, j'espère répondre à tes attentes. Alors, Ouais. juste pour situer un peu le contexte, j'ai envie d'en parler parce que c'est rigolo quand même. On est aujourd'hui le jour où Kylian fait sa tentative de 24 heures sur piste là, et quand je me dis que j'ai passé presque la journée entière à regarder du coin de l'œil ce qu'il était en train de faire, à tourner autour d'un stade, je me dis que je suis quand même bien atteint, quoi. Tout le monde évolue, hein, même Kylian, donc ouais, non, c'est chouette. Moi, je regarde ça d'un œil T'as regardé intrigué aussi? aussi. Non, je regarde pas forcément le mais j'ai de l'aventure. J'ai vu qu'il partait sur l'aventure. J'avais eu écho de ça il y a quelques semaines. Ouais, je trouve ça bien. Faut sortir de ses zones de C'est confort. clair. Faut aller chercher des choses. C'est pas là qu'on l'attendait, mais je pense qu'à 20 ans, on l'attendait pas sur l'UTMB non plus. Tout le monde disait qu'il fallait pas faire croire des gamins à 20 ans sur l'UTMB. Puis bon, voilà, C'est il est clair. allé sans demander l'avis à personne. Donc c'est du Kylian, et puis c'est bien qu'il soit comme ça. Il Ouais. est toujours là où on l'attend pas. Bon, en tout cas, il est dans des bons endroits, ouais. C'est clair. Et il sait faire. Euh,
Christophe, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Bah, Christophe Malardet, j'ai 45 ans, 1975. J'habite en Bretagne, dans le Morbihan, Morbihan Sud, au nord de Lorient, voilà, région de Lorient, Plouay. Et je suis papa d'une jeune fille de 14 ans qui s'appelle Louane. D'accord, Voilà. très bien. Euh, Christophe, pour commencer notre entretien, j'aime bien commencer par le commencement pour mes invités. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton enfance, où tu as grandi, l'environnement dans lequel tu étais? J'étais dans l'environnement où je suis aujourd'hui. Donc, Toujours le même. j'hab- ouais, ouais, Fidèle ouais, ouais, alors. quelques. Bah ouais, en tout cas, attaché à ce territoire, ouais. C'est un environnement rural, c'est une campagne, c'est un village, on est 20 habitants dans le village. Heu, il y a ma grand-mère, il y a mes parents. Donc ça fait plus que 15 voisins. Heu, ouais, non, ouais, ouais, c'est alors on dit que la Bretagne, il y a le côté, Armor, le côté mer et le côté Argoat, le côté terre. Bon, moi, je suis très ancré dans les terres. Je vais pas très souvent à la mer et voilà, j'ai fait un peu mon îlot de vie, dans cette campagne, et donc bah, gamin, j'ai vécu, voilà, sur ces petites vallées, autour de ces villages et autour de ces campagnes. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Mon père travaillait dans un chantier naval à Lorient et puis ma mère, elle était, aide ménagère, donc un milieu plutôt modeste, Plutôt modeste, ouais. mais Mhm. sympa. Ouais. Et puis j'ai passé, beaucoup de vacances, chez mes grands-parents à la ferme. Donc ça reste des souvenirs, de dingue, voilà. Je pense que l'amour de la nature, je l'ai eu avec mon grand-père, Ouais. avec, voilà, être tout le temps dehors, à tout le temps, à apprécier la nature, telle qu'elle est. Et puis voilà, donc j'ai grandi, tranquillement. Pas beaucoup d'affinité avec le sport au départ. C'est vrai. Faut pas dire, très peu, pas du tout, ouais, le primaire, j'avais quelques soucis d'asthme, quelques soucis d'allergie, donc j'étais pas du tout, axé sur le sport et l'envie d'en faire. En fait, j'en faisais sans le savoir, c'est-à-dire j'étais tout le temps dehors, j'étais sur mon vélo, enfin voilà, je faisais des cabanes, enfin Mhm. j'étais jamais dans la maison, mais je faisais pas de sport, codifié ou j'ai dû commencer le basket, vers, je sais pas, ouais, fin de primaire, voilà. Ça m'a absolument pas plu. Donc voilà, j'y ai fait 2 ans, mais je savais pas pourquoi j'étais là. En plus, j'étais assez mauvais, faut être très raisonnable. Et puis, en fait, la révélation, elle est arrivée au cross de l'école en 6e, voilà. On fait un cross de l'école, on te demande de courir, tu cours et puis tu finis deuxième du cross. Tu sais pas pourquoi tu as fini deuxième, mais voilà, pour la première fois de ta vie, tu as l'impression que tu as fait quelque chose de bien en sport, quoi, voilà. Et et puis j'ai adoré cet effort, courir dans la boue, courir dans un bois, enfin ouais, c'était ça, quoi. Et puis à partir de là, bah, j'ai 12 ans, j'ai 45, donc ça fait 33 ans, je me suis pas arrêté de courir, quoi. Ça a été le déclic pour Ah toi. ouais, ouais, clairement, ouais, ouais, Tu le vois à ce moment-là. ça a été le déclic en termes d'expression. C'est-à-dire que, bah, voilà, j'ai pu m'exprimer avec mon corps, ce que j'arrivais pas à faire. On me disait toujours que j'étais asthmatique, j'étais toujours, voilà, dans les sports co, c'était le genre de gamin qu'on choisissait en dernier, tu vois? Donc donc là, j'ai pu m'exprimer, en plus sans devoir rien à personne, voilà. Et puis, et puis être dans la nature, quoi, voilà. Donc je crois que j'ai combiné tout sans rien demander et puis, ouais, je me suis engouffré là-dedans, bon, au départ avec des résultats pas forcément, exceptionnels et puis, 1-2 ans plus tard, bah, parce que tu aimes ça, parce que tu t'y investis, parce que tu vas aux entraînements du club, bah, voilà, en minime, je commence à faire, à percer au niveau régional, voire national et puis, bah, je fais tous les catégories jeunes à un niveau national, ouais, en cross et en demi-fond, ouais, Donc sixième, c'est là où le déclic apparaît et tu enchaînes derrière vers tes premiers pas d'athlétisme. Euh, ouais. jusqu'à quand tu poursuis l'athlétisme à ce À rythme-là? l'athlé, je la continue jusqu'à 25 ans. Ah oui, Mmh. donc Je fais tu je fais... fais à 25 hmm, ans, ça fait les années 2000, je me dis enfin, j'avais déjà 4-5 années où j'avais envie d'aller faire du trail. C'est un truc, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un truc qui m'a vite donné envie, mais à 20 ans, j'y suis pas allé
parce que j'avais cette idée de me dire, tant que tu n'as pas validé tous les records que tu espères battre, tu vas pas. Donc, j'ai fait le taf sur la piste, sur la piste en tartan, pour battre tous mes records du 800 jusqu'au 5000. Et puis, quand je savais que ouais, j'aurais pu m'acharner 2-3 ans de plus pour gagner 3 secondes, là, ça m'intéressait plus pour le coup. Et puis, à 25 ans, au début de l'année, je suis passé sur le trail. Ouais. J'ai gardé le cross comme base athlétique, ça je faisais tout l'hiver, parce qu'en Bretagne, l'hiver, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Il n'y a pas de ski, il n'y a pas de. Voilà, donc j'ai gardé toujours les crosses l'hiver. Et puis par contre, l'été, j'ai bifurqué vers les courses de nature et le trail. Ouais. J'aimerais revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que tu étais asthmatique quand tu étais plus jeune. Tu l'es toujours aujourd'hui? Non, non, non. Donc c'était un asthme, c'était Ouais, pas c'était un, permanent. un asthme gamin, j'ai été traité, j'ai eu aussi une période de désensibilisation là, pour les allergies en étant ado. Mhm. Et au final, non, non, j'ai pas d'asthme d'effort, j'utilise pas de ventoline, non, non, j'ai plus eu d'asthme, ma dernière crise d'asthme, elle doit remonter à l'âge de 8-9 ans, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu préférais en athlétisme? Au tout début, c'est quoi que tu recherchais sur les pistes d'athlé? Ah bah moi je suivais, hein, enfin, il y a pas un choix énorme de faire, de faire des, euh, de faire des distances. Donc l'hiver tu faisais le cross, l'été t'étais gamin, tu faisais l'athlétisme. Et bah, moi ce que j'ai aimé c'est le goût de l'effort en fait. Voilà. C'est aller vite, c'est essayer de battre le copain, c'est de battre tes chronos, voilà, et puis passer une journée avec les copains. Je faisais aussi du saut en hauteur. Je suis assez grand quand même, je suis 1,90 m aujourd'hui. D'accord. Donc j'aimais bien le saut en hauteur, le triple saut. Donc en gros, quand je me pointais sur une piste, je faisais ça dans la journée, quoi. Saut en hauteur et demi-fond. Et puis quand j'avais un peu le temps, je faisais un triple saut, quoi. Voilà. Et t'as jamais envisagé éventuellement de faire un- par exemple du décathlon ou non, c'était pas dans ta... Ouais, si, j'aurais pu le faire. Après, il y a la perche. Donc, ça, c'est quand même un investissement si tu commences pas un peu jeune et avoir quelques bases. Enfin, faire la perche pour passer de 2,20 m. Bon, si tu fais quelques points, mais ça n'a pas d'intérêt. Et puis, j'avais quand même une filière d'endurance, alors que le décathlon, c'est quand même une filière de sprinteurs, qui ont de la vitesse et de la force. Moi, j'étais quand même, de base, j'étais déjà sur un registre d'endurance et un registre aérobie. Là, on a parlé un petit peu de tes premiers pas sportifs. J'aimerais bien revenir un petit peu sur la partie école, scolaire, formation professionnelle. Ouais. À la fin de l'enfance, à l'adolescence et notamment les années post-adolescence, tu t'orientes vers quoi? Tu veux faire quoi dans la vie? Je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie, euh, mais je fais quelque chose. Je fais quelque chose qui, pareil, je réfléchis pas trop. Je me débrouille bien à l'école, mais je suis toujours à faire le. Là, c'est un peu dans les bulletins, se débrouille bien, on pourrait faire mieux, quoi. C'est toujours un peu passage à l'arrache. Mais ça va, j'ai jamais eu de soucis. J'ai passé tous les niveaux comme il fallait. Je fais un bac F1 en finale. Je fais seconde technique, bac F1, donc mécanique. Ouais. Et puis ensuite, bon, j'ai mon bac, ça se passe bien. Et puis là, j'ai un choix à faire. À l'époque, tu avais 5 demandes à faire. Je suis pris dans les 5 demandes de la DUT. Et en fait, j'ai pas. En fait, je fais ça un peu de manière mécanique. Je C'est pense le que cas de j'ai le des dire. aspirations, mais j'ai choisi pas. Comment? C'est le cas de le dire. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, c'est mécanique, ouais. Et en fait, tu sais, les années 90, c'est un contexte chômage aussi. Et Ouais. puis, enfin, je sais pas si je pense qu'on est de la même génération. Moi, je suis de 82, moi. Et ah ouais, donc t'es plus jeune, Ouais. excuse-moi. Mais Non, ouais, non. je pense que tu l'as vécu, ça aussi, le discours ça peut être simple de trouver un travail, il faut trouver des filières où il y a du C'est travail, clair. le Ouais. chômage, etc. Donc moi, j'ai pas calculé, je me suis dit, en gros, j'ai dû me souvenir de poser la question, c'est où il n'y a pas de chômage, quoi. Voilà, on m'a Ouais. dit, tu fais maintenance industrielle, tu es sûr d'avoir du boulot. Mais Voilà. moi, j'ai fait génie Donc j'ai fait un électrotechnique, hein, tu vois. Donc, Ah ouais, mais j'aurais pu faire ça aussi, voilà, ouais, tu vois. voilà. Donc, Ouais. je vois très bien de quoi tu parles. Et donc j'ai fait l'IUT maintenance industrielle, qui s'est bien passé, mais là j'ai vu que clairement je pouvais pas faire ça. Voilà. Alors en fait, si tu veux, j'ai fait mes études
pour répondre aussi pour répondre, je t'ai expliqué le contexte familial. Mes parents, Mhm. ils n'avaient pas me payer des études pendant 10 ans. Ils avaient peur que j'ai pas de métier. Donc, entre les deux, je me dis, bon, ok, je vous laisse tranquille. Je fais le truc, je fais des études courtes où j'aurai un boulot. Et puis après, laissez-moi. Et puis, Mhm. je me débrouillerai. Donc, j'ai eu mon IUT maintenance industrielle. J'ai jamais travaillé dans la maintenance industrielle. J'ai commencé direct à trouver un boulot de pion. Et j'ai passé des brevets d'État en candidat libre. Et puis après, j'étais animateur jeunesse, animateur socioculturel, je travaillais dans des centres sociaux. Et puis voilà, en fait, j'ai fait ma voie en passant que des diplômes par VAE ou par candidat libre. Et puis j'ai jamais été au chômage. Donc voilà. Donc c'est malheureux de créer des générations de peur, en fait. Ou alors Mhm. c'est moi qui avais cette peur, je sais pas. Mais non, je pense que le gamin, ouais, j'aurais peut-être aimé être journaliste, j'aurais aimé voyager, j'aurais aimé faire des choses ouais, des métiers comme ça, C'est vrai que je te ça coupe, mais on m'aurait plu. était effectivement ce que tu dis, et moi je l'ai vécu, j'en suis la preuve, puisque j'ai un peu ton parcours, mais sauf que j'ai pas eu le cran de choisir ce que j'aimais vraiment, et j'ai continué dans un domaine qui me plaisait pas et qui me plaît toujours pas. Mais je pense que cette parole-là, on était effectivement dans une période où c'était la sécurité de l'emploi, c'était absolument tout ce qui comptait, quoi. Il y avait C'est absolument pas de ça. place pour Mm. le rêve, pour le, tu vois. Non, non, il fallait optimiser, puis il fallait, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, mais c'est pas grave. Alors, la vie la vie ne se finit pas à la fin de sa scolarité, C'est clair. et ça, j'ai vite compris, ouais. Qu'est-ce que tu passes comme diplôme et comme formation, toi, du coup, à la suite de ça? Plutôt dans le sport, du coup? Eh ben, je fais les deux. Je fais un brevet d'état d'éducateur sportif athlé, Mhm, SP athlé. Après, je fais un diplôme d'état fonction d'animateur, donc plutôt animateur socioculturel. Et puis ensuite, par VAE, j'ai un autre brevet d'état, activité physique pour tous. Et puis ensuite, voilà, j'ai fait beaucoup de formations professionnelles en fait. Donc là, il y a 3 ans, je me suis tapé un DU accompagnement de la performance. mhm. Voilà, tu vois, j'avance comme ça par formation. J'aime bien me former en fait, pour pas tous les 4 5 ans me remettre dans un process de formation, ça me plaît bien. Donc, On a l'impression en t'écoutant que dès le début, après d'avoir quitté ce fameux domaine génie maintenance industrielle, tu avais besoin de te former sur des diplômes qui ont un lien avec la formation des autres, justement. Tu l'avais senti oui, mais ça c'est sûr. Ouais. depuis le début, ça faisait combien de temps que tu sentais que tu avais besoin de transmettre? Je sais pas. Euh, enfin, tu vois, je suis gamin, enfin, je suis cadet junior, j'ai un bon niveau athlétique, et à 18 ans, j'ouvre une école d'athlé dans mon club, quoi. Tu vois. Ah ouais. Y a pas d'accueil pour les poussins, les écoles d'athlé. Et à 18 ans, avec un pote, on se dit, tiens, si on faisait une école d'athlé, on accueillait des petits le samedi pour former des jeunes, etc., quoi. Tu vois, et puis j'ai pris des fonctions dans le sein du club d'athlé à 18 ans déjà, quoi. Voilà. Ouais, Donc, bah, en fait, assez tôt. c'est clair. Voilà, cette envie d'encadrer, de partager, d'être, ouais, d'échanger une passion. À 18 ans, j'aurais pu faire autre chose. Puis j'étais déjà bien impliqué dans le fait de m'entraîner et puis de progresser. Mais ouais, j'ai eu cette envie. Alors, j'ai eu 3 4 ans. Après, j'ai laissé la main. Là, j'y suis revenu parce qu'entre-temps, j'ai quand même un peu sorti de ma commune. J'ai été dans d'autres secteurs. Donc, je suis revenu il y a une dizaine d'années. Donc, j'ai repris à 7 8 ans l'école d'athlète. Mais euh, ouais, 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 pour répondre à ta question, assez tôt au final. Ouais. On va revenir un petit peu sur la partie trail. Tu as commencé à en parler légèrement tout à l'heure. Tes premiers pas avec le trail running, tu te rappelles ce moment précis où tu as fait tes premiers pas de trail? Premier pas physique, moi je crois que j'en ai toujours fait en fait. C'est-à-dire, si le trail c'est courir dans la nature et puis aller faire une bonne virée d'1 heure et demie, 2 heures, parce que tu as envie d'aller courir 1 heure et demie, 2 heures, je crois que j'en ai fait déjà à 14 ans, quoi, Ouais. 14 ans, 15 ans. Mhm. Le premier déclic, alors moi à cette époque-là, je suis biberonné avec VO2 Mag. Ouais. Donc tous les mois, et puis VO2, bah, c'est les créateurs des Templiers. Donc Bonjour à Gilles Bertrand d'ailleurs, en passant. ouais, ouais, bonjour Agile, ouais. Et donc en 95 ou 96, il doit créer les Templiers. Donc moi, je l'achète VO2 pour avoir les résultats d'athlée, enfin les super reportages qu'il faisait en termes d'athlée, de cross, de demi-fond. Et puis à la fin, il y a 3 pages sur leur événement, sur les Templiers.
Et ça, mais moi, ça, Ça a fait ça me clic. laisse. Ah ouais, mais direct, quoi. Ouais, ouais, direct. En plus, dans les premières éditions, il y a un Morbihanais qui fait ses preuves, c'est Patrick Lotodé. Et Patrick, je cours avec lui en cross, je le vois sur la piste. Il est plus âgé que moi, mais en plus, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et me dire, tiens, un gars que je bats dans le Morbihan, parce que j'étais devant lui sur les épreuves de 5000, etc., qui est capable de faire ça et qui fait un bon résultat. Mais si ça se trouve, moi, un jour, je peux faire ça et faire un bon résultat. Et puis les images, je ramenais la liberté. Enfin, il y avait tout, quoi. Tout était nouveau et ouais, ça m'aspirait, quoi. Ouais, ça m'aspirait. Et puis les premiers pas de trail, bon, je pense qu'il y a eu un ou deux trails en Bretagne que j'ai dû faire dans fin des années 90. Mais vraiment, cette idée de 25 ans, de finir mes records, je l'ai vraiment eu jusqu'à 2000-2001. Mhm. Et puis, je crois que le déclic, ça va être 2002, un truc comme ça, où là, je dis, bon, allez, c'est bon, je tourne la page. Et je Je te coupe, vais. Christophe, mais quand tu dis que tu veux finir tes records, qu'est-ce que tu entends par finir tes records? C'est... Bah, tu as des barrières, tu vois. Moi, j'ai pas envie. J'aime pas me retourner. J'aurais pas eu. Comment dire très clairement, aujourd'hui, j'aimerais pas avoir des regrets à dire, ah, si j'avais su, Mhm. j'aurais fait plus. Ou j'aurais pu faire moins de 14 minutes au 5000, quoi. Tu vois. Bon, j'ai fait 14-25, je crois, ou 14-27. Bon, voilà, je savais que je ne peux pas faire moins de 14 au 5000. Voilà, ça s'est réglé. Voilà, quand j'avais 14-25, je te dis, j'aurais fait 3 ans de plus, j'aurais fait peut-être moins de 14-20. Mais je savais que c'était mon niveau plafond. Voilà, sur le 3000, c'est pareil. Et en fait, de tous les records que je vois, que j'ai gardés, bah, je suis content de les faire. Et puis je me dis, voilà, j'ai étalonné ma performance. Il y avait des barrières, quoi, passer moins de 15 minutes, passer moins de 30, etc. Donc, il y a plein de. L'athlète s'est fait quand même de De passages, jalons. de barrières, Mhm. ouais, de jalons, voilà. Et puis à un moment, il y a quand même. Enfin, moi, je le vois bien avec les athlètes que j'entraîne. Qui font 15 ans d'ultra-trail et puis à 45 ans, ils veulent battre le record sur 10 km, quoi, tu vois. Bah, il aurait fallu battre le record avant de commencer l'ultra-trail, quoi, tu vois, c'est compliqué après, quoi. Donc, moi, au moins, ça m'évite de faire un retour en arrière. Voilà, c'est fait, quoi. Et du coup, je suis reparti serein, quoi. Voilà, je jouais pas sur deux tableaux, quoi. Donc, premier pas de trail vraiment aspiré par ce domaine que tu voyais sur VO2 Mag. Tu peux dire ce que tu as Ouais. apporté l'athlète oh, bon, je pense qu'on peut dire que c'est évident, mais tu sentais que tu avais des qualités supérieures par rapport notamment aux autres, le fait d'avoir fait de l'athlétisme. Bah, en athlétisme, en athlétisme, j'ai bien vu que j'avais des qualités supérieures à la moyenne. Ouais, ouais. Mhm. En cadet, je fais vice-champion de France du 1500 mètres. Bon, bah voilà, quand tu montes sur un podium en championnat de France jeune, C'est sûr. euh, tu sais que tu as un peu de moteur quand même, quoi. C'est pas se vanter, Non, c'est un c'est fait. lucide. Voilà. C'est un Voilà. fait. Après me dire, bon, voilà, j'arrive avec ça en trail, je vais casser la baraque. Non, parce que c'est un autre sport, mais ça, tu l'apprends au fil des années. Et puis tu te dis, ah ouais, il suffit pas de courir vite sur 20 bandes, quoi. Il faut en faire 60, donc il y a encore 40 à faire. Tu vois, par exemple, le premier vrai trail que je fais, enfin, premier trail qui me marque, dans mes premiers pas de trail, je vais faire la Fila Aubrac, donc c'est une organisation VO2 Mag. C'est Gilles qui organise ça l'hiver en Aubrac, donc 2001, 2002. Et là, je suis au départ avec tout ce qui se fait de mieux, parce qu'il n'y a pas tant que ça de rendez-vous. Et puis les rendez-vous des Templiers ou des rendez-vous organisés par VO2, ça attirait les meilleurs Français de l'époque. Donc les Delebarre, les Jacro, les Dawa Sherpa, Jérôme Trotter, tout ça. Et puis moi, c'était un aller-retour Nasbinal, Saint-Chély-d'Aubrac, je crois. Et à Saint-Chély-d'Aubrac, je suis en tête avec les 8 meilleurs, quoi, tu vois. Mhm. C'était glacé, il neigeait, verglacé. Tout. Puis la première bosse, au bout de 25 bandes, je commence à m'éteindre un peu, il doit y avoir 50 bandes. Et puis je me vois contraint de marcher dans une bosse, quoi. Et les gars, ils filent. Et là, je me dis, mais je marche en fait, donc c'est mort, quoi, tu vois. Et donc 10 bandes plus loin, je suis rentré dans le bus et je suis rentré. Et donc j'étais parti avec d'autres Bretons, dont Patrick, là, dont je t'ai parlé, Patrick Lottelet, qui doit faire dans les 5. Et qui me dit, bah, pourquoi t'as arrêté? Je dis, ouais, j'avais plus de jus, j'ai marché avec la bosse après.
face à un chéri, puis il dit, non, mais moi j'ai marché toutes les bosses après, pourquoi tu pourquoi t'as arrêté? Faut marcher dans les bosses, c'est normal. T'avais pas saisi Bah, que voilà, tu vois, marcher, c'était pas le fail en non, non, trail. pour moi, marcher en trail, c'est le début de la mort, quoi. Donc, j'avais même pas conceptualisé qu'on puisse marcher, quoi. Donc, puis en plus, je savais pas faire, quoi. Tu vois, j'ai vu passer une dizaine de personnes devant moi. Mais j'étais plus en marche active, j'étais en marche promeneur, quoi. Tu vois, Ouais. j'observais les gens me doubler. Forcément, j'ai pris froid. Enfin, tu vois, j'étais vraiment, j'avais. Mais c'est pour te dire l'esprit du truc, c'est Ouais. que j'ai appris. J'ai appris le trail comme j'ai appris le cross en Benjamin, quoi. Tu vois, c'est pareil. Tu débarques dans le truc. En plus, en 2000, tu n'as pas des manuels de trail ou tu Ah non. n'as pas un feedback de beaucoup de personnes. Donc, tu y vas, tu mets tes baskets de running, ton short, ton débardeur, parce que tout le monde était en débardeur à l'époque. Et puis vas-y, quoi. Voilà. En Donc, 2000, non, en non, 2000, tu c'était. fais partie des pionniers, là, de la discipline. Enfin, des pionniers. Ouais, non, il y en a. Il y en a Non, eu ouais, avant, les mais pionniers. je veux Enfin, moi, j'y dire, suis, mais c'est pas. j'ai pas percé. Mais ouais, effectivement, ouais, ouais. Ceux qui sont devant, pour eux, pour le coup, c'est des vrais pionniers, ouais, ouais, Mhm. c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu retrouves dans le trail? Qu'est-ce que tu y trouves dans le trail de particulier à ce moment-là que tu n'avais pas avant? Euh, Bah, un nouveau challenge de sportif. Donc, est-ce qu'en rallongeant les distances, je peux être aussi fort ou est-ce que je peux rester fort comme je peux l'être sur un 5, un 10 bornes ou des crosses? Un dépaysement, c'est-à-dire que bah, la piste, le cross, c'est sympa, mais moi, je cours tout le temps en Bretagne. Si tu as des France, tu vas à Dreux, Mhm. tu vas faire Charletti. Enfin, je veux dire, tu es toujours en milieu urbain, sur des pistes. Bon, voilà. Là, rien que pour le voyage, j'y allais, quoi, tu vois. C'est-à-dire me dire, je vais dans les Cévennes, je vais en Aubrac, je vais courir dans les Alpes. Bah, moi, ça me faisait le taf à l'entraînement pendant 3 mois, quoi, tu vois. C'est J'avais clair, pas de soucis. Voilà. Donc, j'imagine. euh, voilà. Et en fait, pour moi, le trail, c'est quand je faisais du trail, j'allais grimper les sommets comme les étapes de montagne dans le Tour de France, quoi. Tu Mhm. vois, c'était ça. C'était les panoramas, des épreuves hyper dures dans la montagne, et puis les meilleurs sont devant, et puis voilà, c'était ça. Et puis une découverte géographique qui commence, voilà, j'ai commencé un peu à bourlinguer en France, parce que j'ai 25 ans, à 18 ans, j'ai pris ma bagnole, j'ai tourné un peu en France, mais là, je rentrais dans le cœur, sur les chemins, etc. Et puis, ouais, voilà, j'ai toujours voulu faire ça. Ouais. Donc, c'était une évidence, quoi. Avec une dose euh, d'esprit de compétition, j'imagine, parce que tu étais quand même, Ouais. tu t'es quand même rendu compte là que tu étais parmi les meilleurs, donc j'imagine que voilà, ton esprit compétitif que tu as développé en athlétisme s'est renforcé au niveau du trail ou pas? Ouais, en tout cas, il a pas diminué, ouais, ouais, c'est sûr. J'ai dû me réorienter, j'ai dû refaire les choses différemment, mais effectivement, je vais pas dire que j'ai progressé, j'ai progressé dans le trail, mais je pense que mon niveau a été le niveau que j'avais quand j'étais en cross ou en piste, sauf que la médiatisation, elle a été complètement différente, Bien quoi. sûr. C'est-à-dire que tu fais centième. Mon niveau, c'était dans les 100 à France de cross. Donc, Mhm. 100 à France de cross, tu es juste un coureur lambda. Pourtant, c'est un niveau de fou. Je veux dire, déjà, tu te qualifies aux France de cross. Moi, tous les mecs qui se qualifient aux France de cross, je me dis, waouh, c'est Ouais, c'est- c'est c'est- c'est le c'est- c'est c'est un le. niveau voilà, c'est un niveau de demi-fondeur énorme. Mhm. Bon, ben moi, j'avais ce niveau-là. Je faisais 100, donc tu vois, ça casse quand même pas les pattes d'un canard. Ben, quand tu arrives avec ça au trail, mais encore aujourd'hui, hein, bon, bah voilà, t'es devant. T'es devant. Et puis, t'es jeune. Le premier Templier que je fais, je démarque et après, on se prend une page. En novembre, il y a 3 pages. Il y a 3 pages, une page par athlète. On est 3 athlètes pour dire la relève du trail. Donc, il y a moi, Thomas Laure Blanchet, et puis, non, moi, Antoine Guillon, et puis Benoît de Préville. Voilà. Mhm. Moi, ça te fout un peu la pression. Je veux dire, C'est clair. tu es dans un magazine que tu lis depuis 15 ans, tu vois, enfin, ou 10 ans, et puis
à la sortie de ton premier grand trail, tu dis, ah ouais, zut, bon, bah, faut pas y aller quand même. Voilà. Mais pas avec la peur, avec l'envie, quoi. Puis après, tu craches dans tout ce qui. T'es invincible, quoi. T'as envie de tout faire, tout est beau, tout est nouveau, c'est magique, ouais. Alors là, je suis désolé d'avance, Christophe, mais est-ce que tu pourrais, si possible, me lister 2 ou 3 courses que tu retiens en tant qu'athlète? Ah, C'est ouais, dur, hein? Ouais, bah, non, non, c'est pas si dur. C'est pas si dur, en fait. Parce qu'il y en a une, déjà. Il y a la course de ma vie, je pense. Et ça, là, je peux arrêter. J'aurais dû arrêter de courir ce jour-là, je pense même. Au Non, sommet. non, c'est les Templiers. Alors, pour moi, je vais te parler souvent des Templiers parce que pour le coup, tu vois d'où je viens, pourquoi je suis là. C'est les Templiers 2008. Donc, c'est pas la première fois que je fais les Templiers. 2007, je fais déjà deuxième derrière Thomas. Mais je sens que tout le monde dit c'est un gros coup de bol qu'il a eu là, Christophe Mallardet, de faire deuxième au Templiers. Bon, mais tu vois, je suis un peu vexé quand même d'entendre ça ou d'avoir des sous-entendus. Et puis je finis, ma fille, elle est née en 2006, et elle n'est pas là cette année-là. Donc je suis descendu avec des potes, mais au final, bon, je réalise quasiment la plus belle course, mon rêve, quoi. C'est-à-dire, pareil, je viens au trail en 95, en 2007, je suis sur le podium des Templiers, donc bah voilà, tu te dis, bah voilà, en 12 ans, tu lisais magazine, tu voulais faire ça, et tu es sur le podium, bon, c'est nickel, mais il manque un petit truc. Et là, 2008, j'arrive, j'ai les crocs comme jamais. Ma fille et mon ex-épouse sont là. Je fais encore deuxième, mais donc là, je ferme les becs de quelques-uns, ça me fait plaisir. Et puis surtout, je passe 2 minutes à franchir la ligne d'arrivée avec Louane parce que bon, Thomas est largement devant et puis derrière, il y a un peu de marge. Et donc, elle a 2 ans. Voilà, je me suis un Chevalier, il ne comprenait pas pourquoi je passais pas la ligne d'arrivée. Dominique Chevalier était à l'arrivée. Il dit, mais c'est quoi ces histoires? Pourquoi il prend 5 ans? Mais en fait, ça a été d'une émotion. Enfin, tu vois, là, j'en parle, D'accord, j'ai le encore des frisson. frissons. C'est des trucs de dingue, ouais, ouais. Hmm. Et en fait, je pense ce jour-là, quand je te dis pourquoi j'aurais dû arrêter, j'aurais pas dû arrêter parce qu'après, j'ai fait des super choses. Mais quelque part, faire mieux que ça, j'aurais dû me rendre compte que ça aurait, pas, ça aurait été plus compliqué que prévu, quoi. Voilà. Hmm. Tu vois, parce que tu combines une histoire perso, c'est-à-dire une histoire d'envie il y a 10-12 ans avec Tillet, un partage avec un team, une confirmation de performance. Ouais, t'as tout, quoi. Je veux dire, sur une course qui te tient plus qu'à cœur, c'est la course dont tu rêves. Et donc, du coup, bah ouais, forcément, après, 6 semaines plus tard, tu as envie d'être plus fort encore, etc. Après, tu tombes dans les sales pièges, quoi. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai toujours su apprécier, j'ai jamais oublié ce jour-là. J'ai eu la chance qu'une personne l'avait filmé et qui m'a envoyé le fichier il y a une dizaine d'années. Et je l'ai toujours, et je regarde jamais, Tu sais que je suis mais je là. sais qu'il est là, quoi. Ouais, je sais que je l'ai, et puis de toute façon, je l'ai dans la tête, quoi. Tu vois, et quand je passe à Nantes, NANT, Mhm. je vois ce petit parc, ouais, c'est une histoire de vie, quoi. Alors, j'ai eu d'autres beaux moments dans ma carrière, mais celui-là, il combinait tout, ouais. Voilà. Les trois autres, après, ils sont beaux, c'est des histoires ordinaires, de finir avec des potes, c'est de gagner la Saint-Élion, de gagner la Transjus, ouais, des super trucs. Moi, les courses que j'aime bien, c'est quand je renais de mes cendres, quoi, tu vois. Moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça, un peu. J'ai toujours été un laborieux, en fait, hein. Je suis pas un talentueux, moi. J'ai jamais réussi quand je foutais rien. Donc, des fois, je me laissais un peu vivre, je me prenais 2 claques dans la gueule, et après, je retournais au charbon, et boum, je revenais, et ça, c'était toujours le kiff, quoi. Et c'est pour ça que j'avais toujours ce côté compétitif, comme tu dis, mais de toujours vouloir revenir bon, pour prouver, c'est sûr. Il y a cette histoire de vouloir prouver aux gens que je suis là, que je suis pas mort, bref parfois des mauvaises motivations, mais toujours des bons kiffs quand même à la fin quand tu passes la ligne d'arrivée parce que c'est une petite revanche perso, tu sais le travail qui est accompli derrière. Moi, j'ai toujours cette notion mais ça aussi, je le retrouve chez beaucoup d'athlètes, d'avoir le sentiment au départ d'avoir fait le boulot et à la fin de la course, d'avoir fait la course que tu avais à faire. Quand tu as coché les deux, être au départ en disant, bon, bah, je suis bien, je pouvais peut-être m'entraîner plus, mais potentiellement, c'était compliqué. Je pense être prêt. Et puis quand en plus, cette forme, tu l'utilises pour faire quelque chose de bien,
parce que ça, c'est pas toujours facile, parce que des courses où j'étais en forme au départ et que j'ai complètement foiré, ça j'en connais des pelles aussi. Mhm. Mais quand tu as combiné ces deux choses-là, bon, bah, globalement, ça reste des super souvenirs. Ouais. J'aimerais revenir avec toi sur les Templiers. Bah, allez, une fois de plus. C'est la course. Non, mais moi aussi, elle me tient à cœur. Bon, on a euh, Ah, c'est cool, hein, d'un ouais. prisme un peu différent parce que moi, c'est la course la plus longue que j'ai faite jusqu'à présent. Euh, Mm. euh, donc, c'est mon objectif historique de ma, de mon historique sportif, quoi. Pourquoi elle te Ouais. tient tant à cœur, cette course? Euh, alors, bah, la première Mis à chose, part le c'est. magazine VO2 et ce que tu Ouais, lisais quand bah, tu si, étais quand même, ouais, quand même si. ça? Parce que je lis plus, je lis plus trop les magazines, mais parce que je trouve que c'est le meilleur magazine de running qu'on a en France. Mhm. J'aime bien le ton d'Odile et de Gilles. Euh, J'adore les Cévennes. Voilà. Enfin, ouais, voilà. Les Cévennes, pour moi, c'est le deuxième pays où je voudrais habiter. Voilà. Mhm. J'y suis, voilà, maintenant je peux dire que que j'ai gestionné partout en France. Je connais très bien la France. J'y vais 2 fois par an dans les Cévennes, quoi. Et je suis toujours bien là parce que alors, les différentes facettes des Cévennes, en plus, le côté Larzac, le côté Cévennes méridionale, le côté Cévennes iguale, le côté gorge, les causses, enfin, il y a tellement de facettes à ce pays et j'aime bien le côté aride, sauvage, désert, Il y a tout là-bas. protestant en plus, même si je suis catholique, mais Mhm. j'aime bien cette histoire du protestantisme. Donc il y a ça, il y Historiquement, a... c'est chargé aussi. Ouais, c'est chargé, c'est simple. Tu le sens quand t'es Voilà. là-bas, de toute façon. C'est Ouais, c'est ça, c'est Mhm. simple, c'est simple, basique. Non, mais c'est ça. C'est épuré, quoi. Voilà. Donc, et puis ça l'était encore peut-être un peu plus quand c'était les premières éditions un an, mais c'était normal, c'était le début aussi, donc c'était une taille un peu plus modeste. Ouais, voilà, tu vois, là, je vais faire mon prochain trail, si tout se passe bien, c'est le trail des étoiles du Vigan, donc le tour du cercle de Navacelle. Voilà. Mhm. C'est Dans le 30, Le cercle de dans le Gard, Navacelle, non? j'y suis passé 50 fois. Ouais, ouais, dans le Mhm. Gard, ouais. Mm. Mhm. Mais moi, ouais, je suis attiré. Je dis pas que je finirai pas ma vie là-bas, ouais. Ouais. Donc, voilà, ouais, c'est les Cévennes, ouais. C'est pour les Cévennes aussi, ouais. Mm. On adresse de nouveau un petit coucou à Gilles et toute son équipe qui a eu malheureusement euh, l'obligation d'annuler pour la deuxième année consécutive les Templiers. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Alors c'est une question vague, hein, Ouais, bah, mais... ouais, c'est des coups durs, ouais. Ouais, c'est évident. Bah, en ce moment, de toute façon, pour tous les organisateurs, hein, c'est très compliqué, quoi. C'est des reports, c'est quand même des charges auxquelles il faut répondre. C'est des mobilisations de bénévoles qui sont pas simples à relancer quand on a Mhm. coupé 1 an, 2 ans. Ouais, puis c'est souvent porté par quelques personnes, donc il faut pas qu'ils s'épuisent avec des annulations ou avec des doutes sur la vie, la vie actuelle, quoi. Donc, ouais, ouais, Puis ça fait ouais, vivre pour les le coup, les territoires temps. aussi, quoi. Malgré Ah tout, bah malgré après, ce qu'on ouais, peut dire. évidemment, ouais, ouais, oui, c'est C'est que toute une du sport, économie, ouais. mais pas que finalement, tu regardes bien, si tu regardes bien. Ouais, 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 bien sûr. Non, non, c'est sûr, c'est une vraie économie qui se casse un peu la figure, ou en tout cas qui est en danger, ouais. Mm. Passons au sujet un peu plus douloureux. J'espère que c'est pas trop douloureux, Oh mais là, est-ce que tu peux nous donner ton pire souvenir en trail? ouais, et pire souvenir, bah, c'est les abandons, hein. Alors, les abandons, ça c'est un truc, j'ai découvert les abandons avec le trail, quoi. Tu vois, j'ai longtemps péroré quand je faisais du demi-fond, moi j'ai jamais abandonné, donc tu vois, de gamin à 12 ans jusqu'à 25 ans ou 26 ans, j'ai jamais abandonné une course, tu vois. Mhm. Moi, j'ai dit, j'ai dû abandonner une en cross, mais la première, j'ai dû l'abandonner à 23, 24 ans. Et, et en trail, j'ai mangé quand même, ouais. Ouais, alors, en trail, j'ai quand même abandonné pas mal. Euh, alors, pour deux, enfin, ouais, non, donc mon pire souvenir, c'est toujours les abandons, parce que ça te remet quand même bien à ta place et ça remet en cause sur plein de choses. T'en as subi beaucoup, beaucoup, beaucoup? Ouais, 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 ouais. Ouais, pour deux raisons. Un, c'est l'arrogance, parce qu'à un moment, quand tu es sur ta planète à croire
parmi les meilleurs, et ben, t'acceptes pas d'être 10e, quoi, tu vois. J'ai abandonné en étant 10e de course, quoi, tu vois. Ah oui. Donc voilà, j'assume ce côté, je viens pour gagner. Si je suis 10e, j'abandonne. C'est nul, mais je l'ai fait. Et puis après, j'ai voulu faire de l'ultra, mais l'ultra n'a pas voulu que je fasse. Donc là, les distances, ça a toujours été une boucherie, quoi. Au bout de 100, 110 bornes, au bout du chemin, à vomir, mal de dos, enfin voilà. J'y renonce pas, j'y retourne. À chaque fois, ça se fait un peu toujours pareil. Bon, voilà, je prends un peu plus de détachement, mais ouais, c'est toujours douloureux parce que tu mets de l'investissement, parce que tu mets de l'envie. Donc, un abandon, ça fait jamais plaisir. Et puis, Et ouais, vraiment, si tu devais en ressortir un? un abandon, ouais, l'UTMB il y a 2 ans, là. Non, 3 ans maintenant, peut-être, depuis 2017, ouais. Ouais. 2017, on est quoi là? Ouais, 2018, ouais. Ouais, j'ai arrêté en bas du col Ferret. Et ouais, ça, là, j'ai été au bout. Bah, j'ai pas refait un ultra depuis. J'ai mis du temps à recourir. J'étais au bout d'un système, quoi. De me dire, mais arrête de t'acharner, quoi. Arrête de te faire mal, en fait. Ouais. Voilà. Mhm. Parce que j'ai passé. Ça a été bien. Avant d'arriver à Courmayeur, j'ai passé 4 heures à dormir. J'avais mal au dos. Après, c'est reparti. Je me suis fait encore 2 arrêts. C'était l'enfer. Je vomissais. J'étais déshydraté. Je voulais continuer pour finir un jour cette UTMB. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, arrête des frais. Et là, j'ai décidé d'arrêter, quoi. Tu vois, j'avais pas remis un dossard. J'avais plus envie de prendre de dossard. J'avais plus envie d'accepter mes limites, en fait. Voilà. Et puis, c'est marrant, mais là, ça m'a repris, là. Ça t'a repris? J'ai fait deux, trois belles sorties. Alors, pas dans ce même esprit, mais j'ai fait deux, trois belles sorties où j'ai retrouvé un peu de maîtrise sur 60 bornes, 80 bornes, en me disant, bon, finalement, ouais, ça y est, je retrouve du plaisir ou de la maîtrise, en fait, ça c'est un mot important pour moi, mais retrouver voilà, t'es pas en train de faire 80 bornes en subissant depuis 60 bornes, quoi, ou 40 bornes. Tu fais, t'es au 70e, tu sais que tu as 10 bornes, tu sais que tu vas les faire, c'est pas un souci, quoi, tu vois. Et ça, moi, le trail, c'est ça, c'est pas, euh, c'est pas un chemin marche ou crève, quoi. Voilà. Donc, c'est ça que j'aimerais trouver une course. Je sais que l'ultra, c'est dur, j'ai pas de souci avec ça, j'ai pas de souci de marcher, j'ai pas de souci de prendre mon temps, mais Mhm. quand tu es en train de vomir, quand tu as un mal de dos, quand as zéro plaisir, que tu te trouves plus bas que terre, bah, ouais, c'est bon, on n'est pas là pour faire ça, quoi, tu vois. Dans quelle mesure, je sais pas, j'ai peut-être posé une question un peu bête, mais dans quelle mesure ton esprit de compétition, de manière générale, euh, t'empêche de profiter d'une course pleinement et peut-être de te mettre trop dans le rouge? Je sais pas, hein, je dis ça Ouais, ouais. pour Bah, avoir ton avis. euh, ça, c'est une vraie question, ça. Il y a, t'as la phase où t'es compétiteur, ça marche bien, tout match nickel. Après, t'as une phase où tu veux être encore compétiteur, mais tu l'es plus vraiment, et tu vois bien que ça marche un coup sur deux, mais et tu vois que t'as plus la grinta comme tu l'avais avant. Et puis à un moment, tu n'es plus compétiteur, mais tu as envie de rester pour les sensations que tu as vécues, quoi. Voilà. Et c'est là le moment le plus dur, quoi. Parce que quand tu commences à vivre avec vouloir vivre ce que tu as vécu, mais que globalement tu ne le vivras plus parce que tu n'as plus le niveau, tu n'as plus l'investissement pour le faire, tu n'as même plus les petits yeux que tu avais de gamin quand tu es allé sur la première course, quoi, tu vois. Et bah, là, il faut tourner la page, ouais, ouais. Et T'avais perdu revenir. l'essence. Ouais, exactement. Ouais. Tu vois, l'essence, c'est par exemple. Euh, une différence en 10 ans, c'est 2000 ou 10-12 ans. C'est 2004, t'écoutes Hera, alors reviens au Templier, c'est pas grave. T'écoutes Non, moi ça me Hera, dérange pas hein, de revenir au Templier, je t'écoute. voilà. T'écoutes Hera au Templier en 2004. T'as la chair de poule, t'es presque en larmes avant de prendre le départ. Tu Mm. vois le coup de fusil, et puis t'entends le discours de Gilles et t'es dingue, quoi. Voilà. Mm. Tu sais que t'es là, tu sais que tu vas passer une journée de fou, tu sais que tu vas apprécier. 10 ans plus tard, tu as la même musique, tu as toujours un super discours, un autre discours de Gilles qui a du sens, hein. Et là, tu es en train de regarder ta montre qui n'est pas réglée, le GPS qui ne capte pas, et tu dis putain, ça caille, et putain, je suis pas bien placé, et putain, il est où le sas, et en fait, en fait, t'es plus là, quoi, tu vois, t'es pas là pour les bonnes raisons. Mhm. En fait,
Moi, tu vois, l'UTMB en 2017, la musique de départ, mais je m'en fous, mais à un point, j'ai envie de me casser de Chamonix, quoi. Tu vois, Hmm. j'ai plus cette émotion t'as plus ce regard candide que tu as sur les premières éditions où tout est beau, tout est nouveau, quoi. Voilà. C'est quoi? C'est de la lassitude ou Ouais, c'est bien autre sûr, chose? ouais, lassitude. Et puis, bah, moi, enfin, j'ai été gâté pourri quand même, voilà. C'est-à-dire, j'ai fait toutes les plus belles courses que j'ai voulu. J'ai vécu des émotions fortes. J'ai eu la reconnaissance dans ce que j'ai fait. Ouais, bien sûr, c'est une lassitude, ouais. C'est une lassitude. Et puis, c'est banaliser l'extraordinaire, quoi. Voilà. Le trail, ça devrait être quelque chose d'extraordinaire. Ça devrait rester. Tu vois, ce que je vis ça maintenant en faisant du vélo, quoi. Hmm. Je me mets sur un 400 bornes en vélo, je pars à 4 heures du matin. Ah, j'ai le petit truc qui pique, quoi, tu vois, et je me dis, ah, ça va être fou, je suis pas sûr de réussir. Ah ouais, quel matos tu as, quel tout, voilà, des petits trucs. En trail, j'ai plus ça, quoi. Où je commence à le retrouver, où j'arrive à le retrouver, mais ça demande de cultiver, tu vois, il faut le cultiver, c'est pas automatique, quoi, en Bien fait. sûr. C'est ça, c'est pas parce que tu as vécu des belles. Et puis la vie, elle tourne, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que tu as vécu des belles choses il y a 5 6 ans que tu es obligé encore de faire la même passion et de rester ancré dans des choses, quoi. Voilà. Et est-ce qu'il te fallait pas Et, ce trou-là de 2-3 ans pour prendre du recul par rapport à ta pratique et peut-être te dire, peut-être te poser les bonnes questions, peut-être qu'aujourd'hui t'es plus clair par rapport à ça, quoi. euh, en tout cas, pour mon parcours de coach, ça m'a fait du bien, Mhm. tu vois, parce que, parce que tu comprends les échecs, tu commences à réfléchir à ce qu'est la performance, à ce qui est l'intérêt d'être sur une course. Tu te mets en action quand tu réfléchis, quand tu réussis. Bon, parfois tu sais pas pourquoi ça marche, ça marche, quoi. Moi j'ai enchaîné les courses parfois, j'ai enchaîné 3 trails en 5 semaines, tu gagnais les trois. Bon, bah, c'est quoi le souci? Tu te poses pas trop de questions, quoi. Tu vas à Mhm. l'entraînement, tu cartonnes. Donc humainement, ça n'a pas été toujours simple. Enfin, à titre perso, c'est des remises en question. C'est te repositionner dans ta pratique. C'était un métier aussi, parce que ça s'est passé le moment où je décroît sportivement, c'est un moment où j'expose au niveau du coaching, quoi, tu vois. Donc, il faut aussi retrouver ton positionnement Mhm. dans comment tu fais les deux, comment tu essayes de dissocier aussi les deux. Enfin, voilà, Aujourd'hui, ouais, non, je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait un peu le. J'ai bien cheminé, en tout cas. Voilà. J'ai bien cheminé, puis je suis plus apaisé, ouais, ouais. Mais voilà, tu sais, c'est une période, je parle de ça, j'ai 38, 43 par exemple, ouais, c'est à peu près ça, c'est cette période-là, en âge. Bah, c'est une période de fin de carrière pour tout le monde, quoi. Tu Mhm. vois. Donc, un footballeur qui a été pro et qui veut persister à jouer à 39 ans, un cycliste professionnel qui a fait le tour et qui veut persister à 39 ans, bah, s'il il veut y performer ou il veut être là pour les mêmes raisons qu'il était à 25 ans, il va y perdre quelque chose, quoi, c'est sûr. Mm. C'est clair. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de Donc tu disais tout à l'heure que tu avais toujours eu le besoin de transmettre. Est-ce que tu peux nous parler des premiers moments où tu as ressenti le besoin de coacher les autres en trail? Ah, j'ai pas ressenti le besoin, moi, On est hein. venu te On m'a chercher. demandé. On t'a demandé. Ouais, ouais, l'histoire, elle a commencé comme ça. Ouais, ouais. Et ça s'est J'étais, passé comment? c'est en 2009. Je suis, ils appellent ça les Advance Week. Je suis dans le Team Salomon, c'est les semaines Advance Week, donc c'est les semaines où ils regroupent tous les athlètes internationaux de tous les pays, les athlètes du Team Salomon. Et là, toi, Donc c'est t'es une semaine athlète. au Ventoux. Ouais, je suis athlète. Ouais. Mhm. Donc je suis là, on est trois Français, et puis il y a Kylian, il y a tous les athlètes de tous les pays, quoi. Donc on est une trentaine. Et puis, on fait du market, on fait des produits, développement de produits, etc. Et puis, il y a une personne qui filme tout ça, c'est Isabelle, l'épouse de Sébastien Chéniaud de Mousse Prod. Mhm. Et puis, on déjeune ensemble parce qu'on se connaît, on s'est vu sur plein de courses avant, quoi. Et puis, elle me dit, parce que je m'en suis toujours entraîné tout seul, en fait, j'ai jamais eu d'entraîneur, quoi. Et puis, elle me dit, ah, tiens, tu t'entraînes tout seul, etc. Elle dit, en tout cas, toi, ce qui est sûr, c'est que quand tu dis que tu veux être prêt quelque part, tu es prêt, en fait. J'ai remarqué ça fait 3 4 ans que je te suis. Mhm. Quand tu dis je serai présent là, tu loupes pas, tu arrives à bien planifier tes objectifs et tout. Et dit,
Seb, il aurait besoin de ça, quoi, donc Seb Chéniaud. Il aurait besoin d'être accompagné, d'être bien présent sur les objectifs. Et puis il aurait besoin, il s'entraîne, mais il aurait besoin de quelqu'un qui le cadre. Des fois, il en fait trop, il sait pas trop, etc. Bah, en fait, moi, j'ai toujours pris les opportunités quand elles venaient. Voilà, je refuse pas. Ou j'aurais pu me dire, ouais, tu vois, en 2009, j'étais en plein boom, je préparais quand même des grosses courses et tout. J'aurais dit non, mais non, en fait, j'ai dit, ouais, bah écoute, il m'appelle et puis on verra, quoi. Donc ça, c'était au mois de mars 2009. Et puis en août 2009, il fait le second des Templiers, quoi. De l'UTMB, pardon. On y revient encore. Voilà, Lapsus ouais. révélateur. Non, je sais pas. Donc il fait second du TMB et puis bah, du coup il passe coureur pro chez North Face et puis sa carrière se lance, quoi. Voilà. Je sais pas, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est le déclic, est-ce que c'est nous? Voilà, c'est surtout nous. C'est lui qui a fait l'UTMB. Voilà, c'était la bonne rencontre au bon moment pour nous deux, quoi. Voilà. Et puis après, bah, le bouche à oreille fait que après, dès que après, bah, je suis toujours athlète Salomon, évidemment. Donc Jean-Michel Forençon, qui est le manager du team, il dit, tiens, ouais, tu cours, c'est bien, mais c'est pas mal ce que tu fais en coaching et tout. J'ai un petit jeune là, qu'on va intégrer dans le team l'année prochaine. J'aimerais bien que tu le suives parce qu'il est jeune et puis lui, il va faire n'importe quoi s'il a personne qui le suit. Si tu veux. Donc c'était l'Avants Week suivant, donc en 2010. Et donc, je suis encore athlète la semaine. Et puis là, il y a le trail du Ventoux, il y a le trail du Ventoux qui arrive le dimanche. Et donc, le petit athlète, il arrive, c'est François Den. Il gagne la course. Moi, je fais troisième. Bon, voilà. Et puis, on se rencontre ce jour-là. Et entre les deux, il y a Ludo Pomeray. Et donc, je lui dis, bah, écoute, je sais pas si tu as besoin de moi, parce qu'a priori, déjà, tu cours plus vite que moi. Il dit, si, moi, il avait 24 ans, je crois, 23 ans. Et puis voilà, donc ça c'est le deuxième. Ce mec a du bol quand même. Les deux premiers athlètes qu'il coach, c'est Sébastien Chéniaud et François Den. Donc voilà. Et puis après, il y a l'aventure Team Salomon Espoir, pareil, initié par Jean-Michel, qui veut recruter, qui veut sur un circuit, enfin, avec le Challenge Salomon, il prend les meilleurs espoirs. On fait une rencontre avec 20 espoirs autour d'Annecy, et puis on en sélectionne 4 pour faire partie d'un premier team Espoir Salomon. Voilà. Dans ce premier team, il y a Thibaut Barognan, il y a Guillaume Boxis, Fabien Nabias, et puis Cyril Gadret. Voilà. Et Et, toi, tu es coach de ces quatre-là. je suis coach de ces 4-là, ouais. Voilà. Et je suis De Thibaut. toujours coach de Thibaut et de Guillaume, ouais. Ouais. Mm. Donc voilà, c'est pareil, c'est cool, c'est des belles histoires, des longues histoires. Donc ça, c'est chouette. Donc, ces premiers pas de coaching, toi, tu disais que tu te coachais tout seul. T'avais suivi des formations spécifiques pour coacher ou pas du tout? Non, j'ai potassé. T'as Ouais. potassé? Tu vois, mon brevet d'état, je l'ai passé en candidat libre, donc j'ai même pas fait une formation. Voilà. Mais mes lectures, c'était des bouquins de physio, c'était des magazines, je disséquais les plans d'entraînement, j'allais chercher la pêche aux infos de comment machin s'entraîne. Enfin, c'était plus dur que maintenant, où tu n'avais pas ce travail, etc. Et puis je croisais les infos, j'expérimentais. Ouais, tu vois, on refait un feedback, mais on revient aux études. Je m'ennuyais tellement sur certains cours en mécanique que j'écrivais des plans d'entraînement, quoi, pendant Mhm. mes heures, quoi, tu vois. Donc mon passe-temps quand je m'embêtais en cours, c'était d'écrire des plans d'entraînement pour moi pour les 3 prochaines semaines. Donc en fait, tu vois, la vie après coup, elle est rigolote, quoi. C'est-à-dire que tu es là pour faire une formation à un métier, et en fait, ce que tu fais en dilettante, ça devient ton métier, quoi. Je pense qu'il faut jamais enfuir Il faut jamais négliger ces définitivement. signes-là. Ouais, c'est ça. Non, moi, ça, j'en suis certain. J'en suis certain. Ouais. Et donc, pour revenir à ta question, ouais, ouais, je pense que j'ai toujours brassé tout dans tous les sens. Et puis collecter des infos, des discussions, des regards. Voilà. Puis jamais ça, quoi. J'ai jamais compté une heure de savoir que c'est ça que j'aime, quoi. Voilà. Donc, voilà. Puis j'ai toujours été mon propre cobaye, quoi. Ça m'a peut-être aussi beaucoup joué des tours. Je pense qu'une carrière où j'aurais eu un regard extérieur, selon très clair, ça m'aurait aidé, quoi. Tu vois, ça m'aurait.
mais j'ai pas donné la confiance à quelqu'un pour ça. Et puis j'aimais la course pour l'entraînement pour l'entraînement et pour l'investissement que je mettais dans mon entraînement en fait et dans l'écriture de mon entraînement. Donc au final, j'ai jamais ressenti le besoin d'aller vers quelqu'un en fait. Mais je pense que avoir un regard extérieur, ça m'aurait permis de gagner du temps sur plein de choses. Ouais. Ouais, mais est-ce que c'était un- comment dire, est-ce que c'était judicieux de te mettre quelqu'un, étant donné ton caractère qui est assez euh, autonome, je pense? Est-ce que Ouais, c'était... ouais, bah il faut trouver la bonne personne. Hmm, Voilà. Ça peut matcher, ça peut matcher avec les bonnes personnes. J'ai eu un entraîneur pendant 2 ans. mhm. J'ai appelé Philippe Propage bah, dans mes années de crise là. Où là, je me suis dit ça va plus le faire là. Donc je me suis dit si je veux me relancer, il faut vraiment que je délègue mon entraînement à quelqu'un. Donc j'avais appelé Philippe. C'était très bien. Enfin, Philippe, il est super. Et il faisait le taf. Puis plus que nécessaire parce que j'étais vraiment dans beaucoup de tourments. Et ça m'a bien plu, mais au bout de, ouais, je pense qu'on n'a pas fait 2 ans même, mais je lui dis quasiment du jour au lendemain, j'ai dit en fait, comme tu dis, l'autonomie, j'ai dit merci Philippe, mais je vais retourner parce que j'ai besoin de ça pour avancer, c'est de faire. Mhm. Et tant pis si mais j'ai besoin de faire. Donc c'est vrai que je l'accorde peut-être pas la confiance si facilement, alors pourtant c'est une super personne, Philippe, il est vraiment gentil, quoi. Donc, mais non, non, j'ai quand même eu des mentors, j'ai eu des gens pour qui c'était parole d'évangile, enfin, tout ce qu'ils écrivaient, tout ce qu'ils disaient, tout ce que j'entendais, bah, ça avait du sens, quoi. Donc j'étais capable d'entendre des gens et j'avais des gens qui, je savais vers qui chercher des bonnes infos ou des infos qui pour moi Ouais. avaient du sens, quoi. Voilà. Tu t'es nourri Ouais, de beaucoup de gens aussi, quoi. ouais, bien sûr, ouais, ouais, Hmm. bien sûr. Euh, donc 2009-2010, c'est ça la période où tu commences réellement à être vraiment coach de trail, reconnu, comme tu disais tout à l'heure, bouche à oreille, tout ça. Premier pas avec l'équipe Team Esport Salomon. Euh, Ça change quoi dans ta vie à ce moment-là, le fait d'être sollicité sur cet aspect-là, professionnellement? Alors, en fait, réellement, je commence en 2011. Ouais. Cette année, je fais les 10 ans de Fartlek. Donc, je fais ça, mais j'entraîne quelques athlètes plutôt identifiés, mais voilà, j'en fais pas mon métier. Et pour le coup, je m'ennuie vraiment, même dans mon métier d'éducateur, là, Mhm. d'animateur socio-culturel. Et j'ai plus beaucoup de sens à celui-là. Et je me souviens que je déclare mon numéro SIRET de coaching en étant au taf, en faisant mon travail. Et donc, en me disant, bon, de toute façon, ça se trouve, il y a des gens ça peut les intéresser, quoi. Je fais vite faire une page internet, une communication sur ma page Facebook de l'époque, et puis je déclare mon numéro SIRET pour histoire d'officialiser un peu le truc en auto-entrepreneur. C'était le début de Ouais, l'auto-entrepreneuriat. Je trouvais ça j'allais dire, sympa. j'allais Mm. te poser la question comment tu as démarré, mais ouais, c'était le tout début Ouais. de Ouais, l'auto-entrepreneuriat. c'est ça, ouais, c'était les premières mesures, donc je Mm, trouvais plutôt l'idée de dire, bon, de toute façon, t'as zéro risque à faire c'est ça, clair. c'est bien, et puis t'es salarié, donc vas-y, quoi. C'est exactement ce que je suis en Et train de puis, faire moi. Donc... ouais, voilà. Et puis, bah, boum, j'ai eu 2 demandes le lendemain, Mhm. 4 un mois plus tard, et puis voilà, 6 mois plus tard, je demandais à mon employeur de passer à 80%. 2 ans plus tard, j'ai changé de métier, j'ai voulu le prendre à 80% d'entrée de jeu, et puis au bout de 6 mois, j'ai demandé à 50%, sauf que j'avais un poste un peu de management de personnel dans une mairie, et Mhm. faire du management de personnel à 50%, bon, faut pas déconner quand même, quoi. Ça se voit que tu fais plus ton boulot. C'est clair. Donc, et puis je me suis dit, non, de toute façon, j'étais sur la réforme scolaire. C'est les 4 jours là. Ah ouais. Le truc qui a fait pchit en 2 ans là. Ah oui, c'était Et, plein. ouais, ouais. Et donc, moi, ça m'a démobilisé complètement. Je croyais plus sur mon métier. Et donc, j'ai dit, bon, j'arrête. Je fais le truc à plein temps, je verrai bien. Donc, Quelle année c'était et du coup là? puis, 2015, je crois. Ouais. 2000, Donc, 2000, ouais, 2014-2015, hein, je crois. ouais, je passe Mm. 4 5 ans à régresser à régresser peut-être pas, mais à décroître dans mon métier de Mhm. salarié. Et puis je franchis le pas en 2015, je crois. Pourquoi Fartlek? Est-ce que tu peux Parce nous que expliquer pourquoi ce mot? Fartlek, méthode d'entraînement suédoise des années 60, Fartlek, jouer dans la nature, jouer dans la nature, voilà. Bon, avec ça, t'as tout. Jouer,
Voilà, l'entraînement, c'est jouer, utiliser la nature pour t'entraîner. Euh, ouais, bah, c'est ça l'entraînement. C'est, 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 c'est- en plus, avec le trail, je veux dire, c'est être dans la nature et essayer d'y trouver les ressources pour t'entraîner, une côte, une dune. Voilà, c'est faire des pompes dans un parc. Enfin voilà, non, non, c'est ça quoi. Mm. Tu te lances en 2015, donc les 2 premières années, tu as des athlètes de haut niveau ou pas? Ouais, j'ai toujours combiné les deux en Ouais. fait. J'ai toujours eu des athlètes de haut niveau qui venaient avec moi, puis des athlètes du milieu de peloton ou qui luttent contre les barrières horaires. Donc j'ai toujours un panel un peu équilibré. Ouais. C'est-à-dire que j'ai toujours reçu des gens qui avaient des grosses attentes sportives et puis des athlètes qui demandent juste de réaliser le rêve d'une vie, Tu y quoi. tiens ça, à avoir le panel le plus large possible? Ah oui, ah bah oui. Bah surtout que le plaisir que tu y prends n'est pas mesuré au niveau, au niveau de l'athlète. Mhm. Ça, c'est pas langue de bois de dire ça. C'est vrai. C'est juste des histoires de personnes. Et moi, avoir le regard de l'élite qui cherche la perf extrême et puis que tu accompagnes pour gagner les plus belles courses du monde, super. Le gars le gars qui t'envoie un SMS à 1h du matin en disant ça y est, je viens de finir la course, merci. Bon, bah, ouais, c'est égal. Enfin, Mhm. quand tu sais d'où il vient, quand tu sais l'engagement qu'il a, le boulot qu'il a, euh, c'est ouais, c'est pareil, c'est pareil. Moi, des histoires, tu vois, des gens, des histoires, et puis on les connaît, les gens, on les connaît, les histoires. Et il n'y a que lui et moi qui connaissons l'histoire, qui est parfois alambiquée, qui est parfois faite plein de doutes. Mais c'est à la fin qu'on se dit merci, voilà, c'est tout. Ouais. Mm. Tu as été rejoint fin 2017 par Diego Alarco. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Diego et de votre relation dans l'aventure entrepreneuriale que vous avez ensemble? Ouais, bah, succès grandissant, 2015, je passe à plein temps. J'ai toujours des demandes. Mais j'ai une capacité, le coaching personnalisé, c'est une capacité d'accueil limitée quand même, tu vois, si tu veux pas faire de la merde ou si tu Mhm. veux pas, si tu veux respecter un peu ton travail et puis les gens qui te, qui te demandent, quoi. Bien sûr. Donc j'ai fait beaucoup de refus en disant je suis désolé, je suis complet. Et puis bon, en chef d'entreprise, on te dit jamais, on te dit que quand tu as du succès, Faut pas dire non. faut essayer, faut pas dire non. Voilà. Donc, alors moi, j'ai souvent dit non parce que j'ai longtemps pensé, encore de manière très arrogante, que les gens venaient pour Christophe Mallardet. Mhm. Et en fait, non, les gens ils viennent pour un accompagnement sportif, pour quelqu'un qui écoute et quelqu'un qui a une méthode d'entraînement. Voilà. Mais ça, j'avais une méthode d'entraînement que je suis capable d'expliquer ou de former des gens pour faire ça. Je cherchais quelqu'un qui potentiellement pouvait écouter, qui était motivé pour se lancer dans l'aventure, qui avait du temps pour se lancer, qui pouvait potentiellement partager des valeurs. Et donc, bah, j'ai pensé à Diego. Diego, c'est le frère de Yann, donc Yann Alarcon, qui était dans le team Espoir Salomon à une époque, Mhm. donc que j'entraînais. Et Diego m'a contacté en 2014, je pense. Il faisait ses études en prépa physique et puis il me questionnait sur pourquoi j'entraînais Yann comme ça, c'était quoi mes stratégies d'entraînement, comment je m'organisais. Enfin, il voulait faire son mémoire autour de l'entraînement de Yann, en fait. Voilà. D'accord. Donc, il m'avait posé vachement de questions et tout. Donc, on avait pas mal passé de temps au téléphone. Il a fait son mémoire là-dessus. Et puis après, après son mémoire, il me dit, ouais, ça m'intéresse vraiment ce que tu fais. Est-ce que tu veux pas m'entraîner non plus? Donc, j'avais entraîné Diego. Et puis, ouais, je voyais bien qu'il était. Bon, ça a bien matché. On a 15 ans de moins, mais s'il se lançait, il est plein d'énergie. Je cherchais aussi quelqu'un qui avait un nouveau regard, Mhm. qui voyait les choses différemment, qui avait un élan de jeunesse. Et puis moi, ça m'a aidé. Bon, bah, du coup, on fait chacun notre activité. Moi, je transfère des nouvelles demandes si je ne peux pas les recevoir ou je demande à la personne si elle est intéressée, si elle fait appel à moi et si, comme je suis complet, bah, si ça le dérange de travailler avec Diego. Et puis on fait des choses en commun. Voilà.
Donc les athlètes de Diego sont les athlètes de Diego. Moi, je forme Diego pour, pour entraîner, mais je n'ai aucun regard sur l'entraînement que Diego donne à ses athlètes. C'est lui qui mène, et il mène bien ses athlètes à la réussite. Et puis après, on fait des projets communs, quoi, sur une identité Fartlek, sur des stages communs pour les athlètes, sur des projets, voilà. Et puis ça permet d'avoir des regards, des partages de compétences. Ouais, c'est super. Ouais. Mais on n'est pas associés. Voilà, pas, tu vois, on n'est pas dans une société. On n'est pas dans une société. On fait un échange de bons procédés, mais chacun a son activité parallèlement, quoi. D'accord, très bien. Alors j'ai regardé dans le site internet là, de Fartlek. À un moment donné, j'ai vu une phrase, et j'ai vu, ça parle de la métaphore de l'âne, et j'ai dit, il faut absolument pas que je lise ce qu'il y a écrit en dessous, parce qu'il faut que je te pose la question, et que je garde la surprise pour l'épisode. Alors qu'est-ce que c'est la métaphore de l'âne? Ah, tu l'as pas lu? Non, j'ai fait exprès de pas la lire. D'accord. Ok. Ah bah écoute. Métaphore de l'âne, c'est alors, bah, d'abord c'est la métaphore de l'animal. On avait ça quand j'avais fait mon DU accompagnateur de la performance, donc un peu prépa mentale. Il y avait un outil, c'était euh, Nicolas, si tu veux finir ton prochain Templier et que tu étais un animal, en quel animal souhaiterais-tu te transformer et pourquoi? Donc l'intérêt du jeu, c'est de transférer les compétences de l'animal en disant ouais, je voudrais être un loup parce que c'est endurant, c'est sauvage. Voilà. Et en fait, tu retranscris un peu tes qualités, mais sans parler de toi-même. C'est pas facile de parler de ses qualités, mais par l'intermédiaire de l'animal. Et puis après, un peu imaginer cette métaphore pour te projeter dans l'effort ou dans la compétition. Donc on avait fait un peu ce jeu, mais c'était si vous étiez un coach, quel animal seriez-vous comme coach? Bon, voilà. Bon, Et moi, bon, déjà, j'aime bien le contre-pied de l'âne. Voilà. Alors, l'âne, pour moi, bah, voilà, c'est tout ce que tous les préjugés ou tout. C'est têtu. Mais moi, c'est un animal que j'adore, quoi, parce que c'est rustique, C'est solide. ça a besoin de rien. Oui, c'est peut-être têtu, mais ça, c'est pas grave. Ça a des grandes oreilles. Euh, donc les grandes oreilles pour écouter, c'est bien. Alors pourquoi donc? Alors je suis un âne, mais je suis un âne de bas. Parce que j'avais poussé le truc en me disant, bon, si j'étais coach, je serais un âne, voilà, en plus, ou bête comme un âne, mais pourquoi pas, je m'en fous, j'ai pas vocation à montrer que je suis le plus intelligent des coachs. Donc ça me plaisait bien. Et après, je me suis dit, ouais, mais en fait, non, t'es même pas un âne, t'es un âne de bas. Et ça, j'ai fait une randonnée avec un âne de bas dans la Drôme en famille, et j'ai appris plein de choses autour de ça. Et un âne de bas, en fait, âne de bas dans le coaching, ou âne de bas dans une randonnée, c'est quoi? C'est un randonneur qui vient, qui veut qui veut partir d'un point A et aller à un point B. Voilà. Potentiellement, il pourrait le faire tout seul, d'accord? Pourquoi il prend un âne? Parce qu'il a un sac trop lourd à porter, ou il n'a pas envie de s'encombrer de trop de choses dans son sac, tu vois? Donc il charge un peu l'âne. Moi, l'âne de bas coach, c'est un peu ça. Je reçois des athlètes, ils veulent aller vers un objectif, soit ils ont trop de choses à gérer et ils ne veulent pas s'en occuper, et ils veulent déléguer une partie, ou soit ils ont trop de peur, le sac est trop chargé, et pareil, ils veulent dire porte une partie des choses, des compétences, donne-moi des compétences, donne-moi un savoir-faire, etc. Sauf que l'âne de bas, il a une capacité de portage limitée, tu vois. Si tu as 50 kilos, l'âne de bas, il ne va pas porter 50 kilos. Moi, j'ai une capacité de portage limitée dans le coaching aussi. Tu vois, je ne vais pas tout faire pour l'athlète. Ça, c'est vraiment un deal. C'est-à-dire que c'est facile de dire, toi, tu cours, moi, j'entraîne. Non, c'est même pas ça. Il y a des choses que je peux te faire, il y a des choses que je peux te proposer, mais à un moment, il faut aussi que toi, tu prennes ta partie, quoi. Voilà, tu sois acteur. Voilà. Et donc, j'avance aussi à son rythme. Une marche avec un âne de bas, il y a au moins les 2 premiers jours où tu ne comprends pas trop, quoi. Le marcheur va trop vite, l'âne il s'arrête, tu vois le cliché, quoi. L'autre tire sur la corde et puis l'autre ne veut pas avancer, et puis bon, voilà. Et puis finalement, au bout de 2-3 jours, quand tu lis Stevenson, un âne dans les Cévennes ou d'autres choses comme ça, tous les voyages avec un âne, il y a une harmonie au bout d'un certain temps. Et puis même, il y a même une grande compréhension. Il y a de la part de l'âne beaucoup d'observation. Voilà. Beaucoup de feeling
ces 2 jours, ces 2 premiers jours, chacun prend son terrain, tu vois, chacun essaie de poser un peu sa façon de faire. L'âne, avec ses grandes oreilles, c'est pas faux, hein, il tourne à 360, il a une écoute très fine. Si tu n'as pas une écoute très fine en étant coach, c'est pas la peine de faire ce métier. Et puis, il a une bonne mémoire. Et puis, l'âne, en fait, il est têtu quand il sait qu'il y a un danger. Voilà. Moi, ça, je l'ai expérimenté. C'est-à-dire que j'avais un super âne avec moi. Et à un moment, il m'a fait un truc de fou. Il ne voulait pas passer là où je voulais passer. Et il m'a arraché la bride. Et en fait, il a bien fait de ne pas passer là parce qu'on serait cassé la gueule. Voilà. D'accord. Donc le coach, il sait aussi être têtu quand il sait que l'athlète se met en danger. Tu vois. Donc il peut l'accompagner, dire ouais, qu'est-ce que tu en penses? Bon, bah vas-y, fais gaffe, etc. Et bon, on se tâte. Mais il y a des moments où il sait aussi s'arrêter en disant C'est non, un non, hey, no-go, quoi. stop. Voilà, exactement. Voilà, c'est quoi d'autre? Bah, l'histoire des bagages, ça s'arrête. La vocation d'un âne, c'est de faire un voyage, mais c'est de rendre le coaché autonome, tu vois. Potentiellement, c'est quand même, franchement, il n'y a pas besoin de l'âne, quoi, tu vois. Mm. Si le prochain voyage entre le point A et le point B, le gars, il veut le faire tout seul avec son sac à dos parce que finalement, il a viré des choses qui lui servent pas et puis qu'il pense qu'en son sac, il fait 10 kilos, ça lui suffira, bah, c'est bien, tu vois, il a avancé dans sa démarche. Et ben c'est pareil. Et puis, si le même randonneur revient et décide de prendre un autre âne pour faire cet itinéraire-là, bah, c'est pas grave non plus, quoi. Tu vois, l'âne doit accepter que bah, c'est un voyage, c'est une commande. Donc ça, c'est plus une relation client-coaché, mais Mm. moi, j'y tiens, tu vois. C'est pas une notion de dépendance. C'est-à-dire que la mission, elle démarre, on part à un bout, à la fin. Moi, si j'ai envie de retourner dans mon pré brouté, et s'il me dépose dans mon pré brouté, il me dépose, ben écoute, c'est pas grave, c'était le deal. Je veux dire, je vais pas rentrer avec lui à Paris, quoi, tu vois. Mm. Et puis, s'il me repropose un autre voyage, et ben on voit, voilà. Donc, bon, je sais pas si ça te parle, hein, je sais pas Ah si oui, tu as bien fait de complètement, pas non, y aller, non, hein, ah, voilà. complètement, mais Ouais. effectivement, là, c'est une vraie métaphore, quoi. Ça veut dire que tu peux mettre en parallèle Ouais, tu peux mettre l'âne plein de avec choses le en coach, quoi. parallèle. Après, on peut tirer des choses, mais moi, j'y vois beaucoup. Enfin, ça me permet des fois de me dire. Alors, ouais, j'ai mis sur le site. Alors ça a été une vraie question. J'ai dit à combien de clients combien de personnes potentiellement intéressées vont fuir quand ils vont voir cette métaphore. Et ben, je me suis dit, c'est pas grave. Parce que si t'as pas compris ça, tu recevras des gens qui, de toute façon, tu pourras pas avancer avec eux. Voilà. Donc moi, je préfère avancer avec des gens qui ont envie d'avancer comme ça. Et puis en plus, j'ai assez de personnes pour avancer avec moi. Mhm. J'ai avancé avec suffisamment de personnes, donc j'ai pas à mettre en plus des guirlandes sur mes oreilles d'âne, tu vois, ou à mettre un truc pour être attractif. J'avance comme ça. J'ai eu Voilà. l'image, j'ai eu l'image d'un coup là d'un âne avec des guirlandes. C'est, Non, mais c'est j'ai l'idée compris. d'être attractif, de faire le, voilà. Bon, C'est clair, c'est bon clair. bah mais Non, je non, mais c'est suis, clair. ouais, voilà. Je suis C'est pas content. mal. Ouais, ça me correspond bien. Voilà. Après, chacun l'analyse comme il veut, mais moi, c'est quand même c'est c'est bien je trouve quand même que tout le monde devrait essayer de se positionner dans son travail, dans ses limites, dans ce qu'il doit faire et ce qu'il n'a pas à faire. Voilà. Bah, l'âne, pour moi, ça me borne dans ce que je dois faire. On m'appelle pour des choses bien précises. Ça, je dois y répondre. Il y a des choses, j'ai un portage limité. Donc, je dois savoir aussi ce dont je ne dois pas faire. Ça fait partie de mon métier. Mais quand tu parles de ça, on a un petit peu l'impression quand même que tu te mets des limites par rapport à tes athlètes. Quelle est ta Bien sûr. relation, toi, ne serait-ce que émotionnelle ou relationnelle avec eux? Ah, c'est une relation sportive. Uniquement. Ouais, ouais. À part très rares athlètes avec qui j'ai collaboré, et on a pris le parti de parler du perso, de parler de la vie, de parler de choix politiques, etc. Euh, le champ du coaching, il est multiple. Je veux dire, quand un athlète vient, il vient avec ses problèmes sportifs, il vient avec ses problèmes personnels, il vient avec ses problèmes de boulot. Donc ça, je l'entends bien et je suis réceptif à entendre ça. Mais je ne suis pas un psy, je suis pas un manager de travail, je ne suis pas un coach d'entreprise, je suis un coach sportif. Donc, quand c'est plus de mon champ de compétences, euh, je préfère par contre, j'ai un réseau. Voilà. Mhm. Tu vois, moi, des athlètes qui me demandent
des, des plans pour mieux manger, pour maigrir ou pour. Moi, j'ai des adresses de nutritionnistes. Voilà. Tu définis clairement tes limites d'action. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. C'est encore une autre métaphore, ça, mais c'est pas grave, on y va, on est Vas-y, parti. vas-y, tu peux. C'est la Déroule. différence entre l'homme orchestre, voilà, ou le chef d'orchestre. Voilà. L'homme orchestre, tu vois, c'est le gars qui joue de la flûte, qui tape sur le tambour avec ses Ouais, pieds et puis qui joue de la guitare en même temps que j'ai la fin. Voilà, c'est ça. ça a jamais fait ça a jamais fait des gros trucs, quoi, tu vois. Chef d'orchestre, il sait ce qu'il a à faire, il dirige, gauche. Bon, chef d'orchestre, il y a déjà des pointures Oui. un peu plus Et reconnaissantes. puis le Bon, résultat est souvent bien meilleur. on est d'accord. Et ben, moi, je trouve qu'il y a il y a trop de coachs Homme orchestre. qui veulent être hommes orchestre, voilà, qui veulent être partout, qui ont des avis sur tout, Hmm. qui savent tout faire. Bon, moi, je ne sais pas tout faire. Voilà. Et puis, j'ai des avis, ça c'est sûr, mais un avis n'est pas une compétence, hein. Voilà. Donc, je me contente. Et j'ai déjà trop de boulot avec ce que j'ai à faire. Donc, voilà. Et quand j'ai envie d'investir, je fais une formation où je vais chercher des billes et je ne fais pas des discussions de comptoir, quoi. Très clair. Est-ce que tu peux nous parler, là pareil, question à mon avis délicate, enfin délicate, compliquée, quel est ton plus beau souvenir de coach? Je t'en donne un par année, c'est ça? Comment? Non, 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 ouais, je sais pas, ouais, c'est super compliqué ça. Ouais, je Ouais, t'ai posé ouais. une question piège là. C'est parce que après, si je t'en donne un, je vais nommer quelqu'un. Alors il y a plein d'autres à nommer. Enfin, Ouais, alors c'est sûr, peut-être c'est pas évident. si je sais pas dans les derniers. Alors cette année, c'était une année pourrie quand même en termes d'émotion. Allez, la dernière belle émotion que t'as eue. Allez, vas-y. Comme ça. Dernière belle émotion là, ouais, euh, Grégoire Kurmer qui gagne le Raid de la Réunion l'année dernière, ça c'était quand même chapeau ça. Mhm. Ça m'a bien tendu pendant toute la journée sur le streaming. Ça c'était un peu Il est chez feu toi, il est fatal. chez toi, Grégoire? Ouais, Grégoire il est avec moi, ouais, ouais, depuis trois Mhm. quatre ans. D'accord. Euh, et à la même époque, non, il y avait ah ouais ça c'était sympa ça. C'était ouais, mais c'est loin à expliquer. Ah bah vas-y, on a le temps, tu sais. Le Ouais, podcast c'est c'est fait vrai. pour ça, hein. Bon, alors je vais pas donner son nom. J'ai pas envie de donner son nom, donc je fais une intervention dans une entreprise sur prépa mentale, performance, etc. Et puis, bon, ça a l'incidence que ça. Sauf qu'il y a une personne qui vient me voir à la fin et qui me dit, ouais, moi, ça m'intéresse ce que tu me dis, j'aimerais bien que tu me coaches, quoi. Ouais, j'ai dit, pourquoi tu veux que je te coach? Ouais, enfin, c'était plus une intervention prépa mentale en plus. Ouais. C'était pas forcément axé course à pied. Il dit, ouais, moi, je fais du marathon. J'ai fait 15 marathons. Mon rêve, c'est de passer à moins de 3 heures. J'en ai fait des palanqués à 3h03, 3h05, 3h07. Je les ai tous foirés. Je voyais qu'au 31e que j'allais faire moins de 3 heures et après, je me suis trouvé. Enfin, voilà. Bref, j'ai jamais réussi moins de 3 heures. Et ça, quand même, ça m'embête, quoi. Tu vois. En plus, des gens, ils me disent que. En plus, tout le monde me dit, franchement, tu aurais dû faire au moins 20 fois moins de 3 heures, mais t'as pas le mental quand tu fais des pertes, tu vois, des choses lourdes, quoi, tu vois. Ouais. Et puis, ils ont raison, parce que franchement, je les bats tous, les mecs du club à l'entraînement sur les séances. Et le jour des machins, ils sont tous devant moi, quoi. Bon, ok. Bon, au départ, tu pars sur l'idée que c'est une tuto, voilà, travailler sur une prépa mentale, effectivement. Tu me dis, non, mais donne-moi tout. Moi, je prends le pack, j'ai le pack prépa et tout. Il dit, je sais pas ce que j'ai besoin. Voilà. Donc, ça, c'est au mois de mars. Il a 40, on a le même âge, je crois. On a 45, 46 ans. Donc, je dis, voilà. Il me dit, je lui dis, tu veux faire quand un marathon? Je dis, ouais, il me dit, ouais, dans 2 3 ans, je veux faire à moins de 3 heures. Je dis, non, mais à 46 ans, c'est maintenant que jamais, quoi. Sinon c'est cuit, quoi. Bon, bah, on décide au mois de mars. Paris, c'est déjà trop tard. On dit, bon, on fait un marathon en octobre, quoi. Et donc, entre-temps, on se dit, bah, et puis là, l'idée au jour de faire de l'ultra-trail, etc., je dis, bah, écoute, va déjà t'amuser sur autre chose que du marathon. On reviendra les 3 derniers mois faire du marathon, et puis va faire un trail de 80 bornes, histoire de changer un peu tes compétences, reprendre confiance en toi, et puis faire un peu d'aventure, parce que tu as envie aussi d'aventure. Mhm. Donc, il fait l'aventure, ça se passe bien. Bon, il en chie, mais ça se passe bien. Et puis, on arrive dans le dur à partir du mois d'août, prépare marathon Rotterdam, Amsterdam.
Et, et là, il tombe dans tous ses travers, quoi. Il fait des super séances, tu fais un semi de calage, c'est juste une catastrophe. Euh, et deux semis de catastrophe. Moi, je comprends même pas. Je me dis, mais c'est pas possible de faire ça. Et je donne presque raison à tous les gens qui le soutiennent, quoi, qui lui ont fait Oui. une légende, quoi, en disant, bah ouais, effectivement, t'es quand même pas fait pour la compète, quoi. Mais en fait, c'est pas possible de se trouver autant, quoi. J'y investis, on y investit du temps, on passe du temps au téléphone, je le vois, on fait une séance de 4 semaines avant, je le suis à vélo sur une séance de 40 bornes, de 42 bornes, avec des alternances, allure marathon, allure récup, etc. À le suivre, sous la flotte, je me caille à suivre à vélo, il fait 3h07 ou 3h10. Bon, je dis, écoute, là, va pas falloir me raconter des sottises, quoi. Tu vas pouvoir les faire les 3 heures, c'est sûr. Donc il reprend un peu confiance, c'était juste après un échec. 10 jours avant, il part encore sur des gros doutes en me disant ouais, est-ce que tu crois que je cours avec la montre? De toute façon, la montre, ça me dézingue. Au bout de 30 bandes, quand je vois que les chronos, je les tiens plus, et ben, je sais que c'est perdu. Moi, je dis cours sans montre. Bah ouais, mais alors là, je vais te dire un truc, ça a l'air. Faut pas se moquer de ce qu'il dit parce que c'est le problème du coureur en ce moment. Là, il dit ouais, mais bon, il faut ma trace quand même, quoi. Ta trace de quoi? Bah, Strava. Enfin, je veux dire, il faut que je vois. Tu mets la trace pour que les gars, les potes, enfin, je veux avoir la trace, quoi. Bah, dans ce cas-là, tu mets la montre, mais tu la regardes pas. Et puis, ah ouais, mais ça peut m'aider au départ. Enfin, voilà, on passe, pareil, 2 heures à discuter, monde, pas monde, machin. On voit les avantages, les inconvénients. Et surtout, on parle de la relation à ses potes, quoi. Tu vois, mais tu sais, qui sait que tu vas au marathon? Ah, j'ai dit à machin, un truc, bidule. Ah, ils m'attendent au tournant. Tu vois, ça me ferait chier de leur donner encore raison. Bon, on est vraiment dans des problématiques hyper complexes entre Ah, être hyper prêt physiquement, ce psychologique. que je crois qu'il est. Voilà, exactement. Bon, voilà. Et donc, il va à Amsterdam et il fait 2h59-10. Et bon, quand tu reçois le message, t'es tendu quand même toute la journée en disant, bon là, c'est réussi ou t'as perdu beaucoup de temps avec lui et même tu lui as presque fait croire quelque chose qui est. Qui est Enfin, pas tu vrai. vois, ça peut être à double tranchant. Donc il fait 2,59,10. Donc, génial, il est fou. Ouais, il est toute sa famille là, sa femme, ses enfants, c'est moi, tant pis en 2007, tu vois. C'est le jour de gloire est arrivé. Super. Et puis, pour la petite anecdote, je lui demande lundi, je dis, mais au fait, qu'est-ce qu'ils ont dit tes potes Ah bah, il dit, il y a deux choses. Il dit, bah, personne m'a demandé de nouvelles. Donc, c'est-à-dire que tous les gars qui sont capables de t'appeler après course, hein, on appelle ça des pods, moi j'appelle pas ça des pods, mais Hmm. qui sont capables de dire ah, je suis désolé hein, pour ta contre-perf 3h03, c'est juste, c'est dommage. Personne n'a appelé après ça. Et puis lui, il n'a pas mis son activité sur Strava. Il dit non, en fait, ça, c'est un truc pour moi. Voilà. Et j'en ai rien à foutre de savoir, personne n'a besoin de savoir ce que j'ai fait. C'était pour moi ce truc. Bon, bah, je pense que quand tu as fait ça, tu as chassé quelques vieux démons et ben c'est bon, quoi. Je pense qu'il faut qu'il arrête de marathon lui aussi. C'est clair. Voilà. Voilà. Non, mais c'est Ouais, c'est un bon moment. ça, Hmm. c'est du taf, hein. C'est du boulot, hein. Ouais, c'est un cheminement en C'est pas fait. envoyé. Ouais, c'est un cheminement, c'est un gros déplacement. Et puis le gars en face, il est solide, hein. C'est un chef d'entreprise, hein. Oui, oui, Voilà, psychologiquement, c'est pas un peintre. Et c'est facile. On peut se moquer quand je fais cette évocation-là en disant, ouais, bon, le gars, d'accord. Non, non. Le gars, Mhm. il est très intelligent. Il sait manager des gens. Il a plein de choses, mais il a ses doutes, il a C'est ses faille. craintes, il a ses failles, et il faut remettre tout ça en ordre, quoi. Voilà. Et avec du discours cash. Donc, ouais, voilà, c'est bien. Et puis, bah, du coup, c'est une mission qui devait durer 6 mois. Et puis, ben, on va continuer pour d'autres projets parce que tu imagines bien que là, la confiance, on se l'est gagnée, Ah quoi. ben, c'est Voilà. clair. Donc, voilà, quand tu dis c'est du sportif, ouais, mais, Pas que. mais bon, quand on se tape dans la main, on a deux, trois, voilà, tu vois, personne, on sait pas il y a que nous deux qui savons par où on est passé, quoi. Voilà. Mhm. J'ai envie de rebondir sur un truc que tu as dit par rapport à Strava.
Tu disais, c'est un gros problème pour les athlètes aujourd'hui. Moi, alors je suis pas Strava du tout, parce que justement cet aspect comparatif entre athlètes sur les segments, etc., moi ça me dérange, ça m'a toujours dérangé. Euh, alors on n'est pas là pour taper sur Strava, hein, mais qu'est-ce que tu penses de ça toi? Et quel impact réel tu peux voir sur tes athlètes? Bah, c'est pas le problème Strava, c'est le problème des réseaux sociaux, quoi. C'est le problème de, comme tu dis, d'être toujours en comparaison, de devoir exister pour faire du flux et pour montrer que tu es vivant et que tu pas plus nul que le gars en face qui est sur le même réseau que toi, quoi. Voilà. Donc il faut causer, quoi. Voilà. Bon, moi, je suis sur Strava. Mhm. J'ai pas... C'est c'est des bons outils quand on n'y attache pas trop d'importance. C'est ça. Après, si on commence à avoir si on commence à regarder le nombre de kudos que l'on a et puis le nombre de coms qu'on perd, qu'on peut gagner, bon, ouais, ça va finir vite par être épuisant, quoi. C'est un Voilà. moyen, pas une fin pour moi, Ouais, mais ce bien sûr, type bien d'outil. sûr. Non, mais c'est sûr que c'est pas une fin. Mais bon, ouais, c'est un problème des réseaux sociaux, c'est un problème de notre société, ce besoin de reconnaissance, ce besoin Mhm. d'être toujours en existence, quoi, tu vois, de pas juste faire les choses pour toi, tranquillou, et puis bon, voilà. Et là où c'est dur Donc, et là où c'est dur à analyser de l'aspect psychologique, c'est quand tu te prépares pour un gros événement ou pour un défi que tu te fixes, dans quelle mesure tu le fais pour toi et dans quelle mesure tu le fais pour les autres. Et ça, c'est vachement dur à analyser, je ah trouve. bah ouais, et puis en trail, c'est énorme cet impact, en fait. Moi, j'appelle ça, enfin, le trail, ça t'apporte de la haute valeur sociale ajoutée, quoi. C'est-à-dire que, je m'explique, tu es dans une entreprise, tu peux être, bah, si c'est dans une entreprise, tu es qualifié selon ton poste, ton niveau de salaire ou tes responsabilités. Et là, le chauffeur-livreur que tout le monde ignore et qui finit la réunion en 50 heures, il va exister dans l'entreprise le lundi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Le patron va le recevoir, va faire un pot à son honneur, ou peut-être que toute la société l'a suivi, mais le gars, tout le monde s'en foutait, ou tout le monde l'a ignoré, les cadres l'ont ignoré, voire l'ont massacré sur ses primes et ses machins, et là, ça devient... Et en fait, ouais, c'est ça, tu peux... Ce chauffeur-livreur, il est champion de France du lancer de marteau. Tout le monde s'en fout. Bah, potentiellement, le lundi, il aura pas son pot d'honneur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Le trail, ça éveille les imaginaires dans l'entourage de manière incroyable, quoi. C'est un truc de dingue, en fait. C'est ça, c'est que toi, tu fais ta pratique et tu te rends compte qu'autour, alors c'est amour ou dégoût, mais t'en attires des gens quand même autour de toi Mhm. qui te regardent avec des grands yeux en disant, mais et si tu commences à jouer à ce jeu-là, ouais, tu te sens emparé d'une mission, quoi. Faire plaisir à tes enfants pour les amener à la montagne, faire plaisir à ton père pour faire l'assistance, faire plaisir à ton magasin qui t'a donné un t-shirt, faire plaisir à ton entreprise qui t'a donné une demi-journée de RTT pour pouvoir partir le vendredi, faire, voilà, bon, bref, Mhm. c'est et et ça, il n'y a pas tant que ça de sport en fait, je pense, qui génère ça, de pratique, parce que dans l'imaginaire de tout le monde, courir dans la montagne de nuit pendant plus de 24 heures ou même 10 heures, enfin voilà, c'est extraordinaire, quoi. Et ça, tout le monde n'en rêve pas, mais ça éveille les consciences, quand même, ça c'est sûr. Quelle place ça prend cet aspect-là dans ton entreprise avec Diego? Vous parlez de cet aspect-là, du plaisir, comme on parlait la dernière fois avec Pascal Balducci, on disait euh, ce qui est important notamment pour un athlète, et en particulier pour un athlète de haut niveau, c'est les bases. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que vous parlez de cet aspect-là? Est-ce que vous parlez du pourquoi? Ah bah oui, oui. C'est euh, les gens ils viennent pas nous voir avec une pratique vierge, c'est-à-dire ils disent pas, moi j'ai jamais couru, je vais faire l'UTMB. Les gens ils viennent parce qu'ils ont déjà 5 6 ans de trail ou 10 Mhm. ans ou 20 ans. Et ils viennent parce qu'ils
ils veulent se renouveler et potentiellement, ils ont fait des belles choses. Pourquoi ils ont besoin d'un coach au bout de 10 ans, en fait? Et ben, en fait, c'est souvent pour se raconter des nouvelles histoires, se renouveler l'imaginaire, comme je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire, et en fait, cette histoire de pourquoi, et ben, des fois, on refait les choses 2 fois, et la deuxième fois, on l'a fait pour des mauvaises raisons, quoi. Mhm. Et pour moi, l'exemple le plus flagrant, mais ça marche, mais quasiment tout le temps. Quelqu'un qui est en échec sur une épreuve ou sur un rendez-vous, il te dit, ouais, je te contacte parce que j'ai fait la réunion, c'est la 4e fois que je la fais, j'ai abandonné l'année dernière, j'y arrive pas, j'ai abandonné, c'est le bazar, je voulais faire moins de 30 heures, et puis finalement j'ai bâché au centième. Bon, il dit, ouais, t'as fait 4 fois déjà, ouais. Et alors la première? Ah, la première, c'est super. Bon, c'était génial, j'avais trop peur, j'ai pris mon temps. Donc, je suis allé avec des potes, on s'est marré, prenait des photos. Je me suis arrêté au ravito au moins 1 heure à Sillaos. Puis on est reparti, j'avais des ampoules et tout, et j'ai fini en 35 heures, quoi. Mais tu vois, en prenant vachement de temps au ravito, voilà, ok. Et la deuxième année, je me suis dit, bah, si tu t'arrêtes pas au ravito, tu vas faire 32 heures, tu vas faire top 100, et puis super, quoi. Et bah, j'ai abandonné. Ah, voilà. Bah, pourquoi? Parce que la première fois, tu vas avec des yeux d'enfant, et la deuxième fois, tu veux pour rationaliser les choses, et seulement tu as oublié une chose, c'est qu'il faut juste rationaliser les choses. C'est un ultra, quoi. Voilà. Et quand on rentre en mode bazooka, et euh, ne pas accepter ses limites, ne pas percevoir ses limites, et vouloir, bah, ça marche pas, en fait. Voilà. Et les gens, ils reviennent. Leur plus beau souvenir, c'est souvent toujours le premier, quoi. C'est-à-dire cette insouciance, ce côté, voilà. Alors, j'y reviens, tu vois, on est toujours un peu là-dessus, mais c'est vrai. Et parfois, les gens, ils courent après quelque chose qui a déjà été fait, quoi. Mhm. Voilà. Donc, des gars qui font 4 fois la réunion et qui me disent, ouais, tu vois, l'année dernière, je suis passé en 17h25 là, j'aimerais bien passer cette année en 17h. Mais comment veux-tu qu'il réussisse, quoi? Tu vois? S'il pète son lacet ou s'il se perce la chaussure au bout de 20 bornes et qu'il a déjà pris 20 minutes pour changer ses chaussures, il dit ça y est, c'est fini, quoi. Qu'est-ce qui se trouve comme plan B, quoi, tu vois? Mhm. Donc en fait, il faut être capable de reprendre si tu refais les mêmes courses, mais même si c'est des courses différentes, si tu reprends les mêmes formats de courses, il faut toujours repartir avec une idée nouvelle, quoi, avec une fraîcheur, et surtout pas commencer à se dire, bah voilà, je cherche à progresser. La progression, on ne peut pas comparer parce que les parcours ils changent tous les ans, la météo elle change tous les ans. Cette idée de vouloir faire de l'athlé sur de l'ultra-trail, c'est si tu veux progresser et voir ta progression, tu fais un 10 bornes sur la piste mesurée. Là, la piste, ça ne changera pas. Vouloir faire un temps à l'UTMB alors que le parcours, en fonction de toutes les éditions, il change. Tu n'as pas la tête au vent, tu as la tête au vent, t'as une partie, tu n'as pas l'autre. Bon, bah, voilà, tu fais la course. Voilà. Donc, cette histoire du pourquoi, ouais, il faut quand même avoir les bonnes raisons chaque année pour refaire le truc et il faut se renouveler, quoi. Si c'est pour faire mieux que l'année dernière, euh, si c'est une bonne journée, si les planètes sont alignées, super, parfait. Mais à un moment, quand on a fait 4, 4 années de suite où les planètes sont alignées, la croissance infinie, tu vois, moi j'y crois pas. À C'est titre clair. perso, j'y crois pas trop. Et dans le monde du sport, définitivement, c'est pas possible. Ça a été acté. Voilà. Donc, oui, il faut savoir y aller pour les bonnes raisons. Ouais. Et c'est dur, ça, les bonnes raisons. Ouais. Si tu devais Et quand donner... tu évoques les bonnes. Ouais, Vas-y, excuse-moi. vas-y, je te laisse finir, vas-y. Non, je dis quand tu évoques les bonnes raisons, elles sont pas. Les bonnes raisons, elles sont pas d'être au départ de la réunion. Les bonnes raisons, c'est d'envie de voyager. Il va te dire, c'est d'envie de voyager, de voir de grands espaces, de passer à faire un voyage avec ma femme et mes enfants. Mais de quoi tu as besoin de faire le grand raid de la Réunion pour faire ça? C'est clair. Voilà. Tu vois, c'est quoi la raison de prendre le dossard? Si tu m'évoques ça comme bonne raison, bah, donne-moi d'autres bonnes raisons pour faire le grand raid. Je ne te parle pas de passer des vacances, je te demande de faire le grand raid. Voilà. Ouais, ça donne à réfléchir, c'est clair. Euh, Ah, réfléchis pas trop quand même, hein. Non, 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 mais c'est. non, Non, mais c'est mais. important. Ça, des gens qui viennent avec nous, ils cherchent à réfléchir. Enfin, ils se posent des questions. Donc, Mm. il faut aller au bout. En fait, soit tu mets de la peinture, ou soit tu décapes avec eux. Donc, c'est à deux choix. Ouais, bon, moi, c'est un peu comme la métaphore de l'âne, hein. Tu fixes ton cadre et puis
au moins tu sais sur quoi tu pars, quoi. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ouais, puis le discours de la vérité, je sais pas si c'est le discours de la vérité, mais si un mec que tu payes et qui fait du coaching te dit pas les vérités, les choses que tu n'as pas envie d'entendre, qui va te les dire, quoi. Mhm. Tu vois. Ça va pas être ton entourage qui, dès que tu vas abandonner, va te dire ah mais c'est pas grave, c'est quand même toi le plus fort. T'as surtout pas envie d'entendre ça quand tu as fini une course, quoi. Tu vois. C'est quand tu as tes enfants qui te disent ça, tu les aimes tes enfants, mais tu les entends pas ça, quoi. Il y a un peu de T'entends pas ça. subjectivité. Voilà, c'est ça. Euh, c'est à- de ton point de vue, qu'est-ce qui fait que tu es un coach différent? En gros, c'est quoi ton point fort en tant que coach par rapport, alors pas forcément pour te comparer aux autres, mais de ton point de vue, en toute transparence, qu'est-ce qui est, dans quoi tu es le meilleur en tant que coach? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. J'aurais pu, il y a 10 ans, arrêter ça au bout d'un an et tout le monde aurait vu que j'étais un athlète qui était pas mal, mais finalement, définitivement, tu vois, comme les footballeurs stars qui ne sont pas des bons entraîneurs, et puis il y a des joueurs moyens qui sont des entraîneurs, qui ont compris le truc. Voilà. Moi, je pense que je fonctionne comme aligné, je fonctionne. Ouais, c'est ça, je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Si tu avais un seul conseil à donner aux auditeurs du milieu de peloton en ce qui concerne la performance, ça serait quoi? La performance. Ouais. La chose la plus importante. Alors, je sais que c'est tout un ensemble Ah de. ouais, mais tu sais que je fais des conférences là-dessus, donc Ah, ça va prendre du temps. Non, non. non, mais on a le temps, je te dis. Si c'est la performance, si c'est la performance, globalement, il n'y a qu'une chose. C'est tu as deux façons de voir la performance. Tu as la façon qu'on la voit en France, qu'on la voit dans le monde du sport. Donc, c'est-à-dire, c'est un résultat, c'est un temps, c'est une victoire, c'est mieux que, c'est une comparaison, tu vois. Mhm. C'est ça une performance. Ah, tu as fait une performance, ouais, parce que j'ai fait premier, parce que j'ai fait mieux que machin, parce que j'ai battu mon record. Donc, c'est quand même normé, si tu veux. Et puis, tu as la euh, performance artistique, tu vois, performer. Euh, un artiste qui performe dans l'art contemporain, etc. Performance artistique, c'est la définition, c'est un mode d'expression contemporain qui consiste à produire des gestes, des actes au cours d'un événement et qui contient souvent une part d'improvisation, une forme d'expression originale et qui change à chaque présentation. Et ça, c'est la différence entre les deux performances. Le premier, c'est que tu veux, et le deuxième, c'est que tu fais. Voilà. Et des fois, c'est pas beau ce que tu fais. Tu vois, c'est l'artiste qui arrive au milieu d'un battle. Là, les danseurs de hip-hop, ils sont tous en cercle. Il y a un qui se met au milieu, qui fait son truc, il sort, et puis il y a un deuxième qui arrive. Il arrive avec ses compétences, il arrive avec son énergie, il improvise les trucs, il ajuste par rapport à ce qu'il a vu avant, par rapport à ce qu'il a fait, et puis il fait, quoi. Et puis il sort et il est content parce qu'il a tout donné. Voilà. Et si il commence avant, si cet artiste il commence à dire ouais alors là il y a ça, il faut que bon, il fait pas de la performance, il fait de l'observation si tu veux. Ou Mhm. il court. En fait t'as deux façons de voir les. T'as, t'as deux athlètes. T'as les athlètes qu'on voit toujours le samedi dans les prévisions des résultats, tu vois, et favoris pour la course. Donc ça, c'est les mecs qui anticipent. Et puis, tu as les mecs qu'on parle le lundi, les mecs qui ont réussi la course. Voilà. Bah, moi, je préfère des mecs qui ont fait et dont on parle le lundi, plutôt que des mecs qui aspirent à être et dont on parle que le samedi et qui n'existent pas le dimanche. Quoi. Voilà. Donc faites, bordel, faites. Très clair. Et puis, avec des défauts, en ratant des choses, les plus belles souvenirs, de toute façon, ça c'est pareil, c'est euh, qu'est-ce que vous allez raconter le 31 au soir avec vos potes quand vous aurez en fin de soirée. Ça ne va pas être votre performance où vous avez fait le beau, vous avez battu votre record et vous étiez le meilleur. Non, vous allez raconter à vos potes le jour où vous êtes arrivé, la bagnole était en panne, vous êtes arrivé 3 minutes avant le départ, finalement vous avez réussi à choper le dossard, vous n'étiez pas échauffé, vous êtes parti, vous étiez encore en tenue, vous n'avez pas vos bonnes baskets, mais vous avez fait quand même, et puis voilà. Et ben ce jour-là, vous allez en parler 20 ans après encore. Voilà. C'est-à-dire que c'est un moment, quoi. C'est un moment de sport, c'est un moment d'euphorie, c'est un moment où vous êtes fier de vous parce que
passé sur plein de choses différentes. Et en fait, vous êtes dans l'action et c'est des souvenirs qui restent. Et on fait une boîte à souvenirs quand on fait du sport, on ne fait pas une boîte à grimaces, quoi, tu vois. Le problème des athlètes aujourd'hui, c'est qu'ils passent la ligne en faisant la grimace parce qu'ils sont 3 minutes en dessous de ce qu'ils avaient prévu de faire, quoi. Bah, retourner au boulot pour sourire. Voilà. C'est dommage, tu vois. C'est un terrain où on nous laisse faire ce qu'on veut. On râle toute la journée dans son entreprise parce qu'on a des injonctions, parce que si, parce que ça. Là, on te demande, tu fais ce que tu veux. Tu as un départ d'une course, tu as une arrivée, fais ce que tu veux. En plus, tu auras des ravitaux, tu te débrouilles. Bah, on trouve encore le moyen de faire la gueule à l'arrivée, quoi. Donc le plaisir quand même de ton point de vue, enfin, très présent et au milieu de, de votre activité dans Fartlek, quoi. Bah Le ouais, il plaisir, le faut. plaisir. Bah bien sûr, ouais, bien sûr. Mais globalement, certains, ils s'autoriseraient à plein de plaisir si on les jugeait pas. Ou Ouais. s'ils n'étaient pas dans l'attente du jugement, tu vois, pour eux, ça leur suffirait. Mais c'est toujours. Ils sont contents, mais ils sont quand même obligés de demander. Et puis si en face, ça répond pas sur ah ouais, c'est super, ils vont être déçus, quoi, tu vois. Ah, au début, j'étais content, mais quand j'ai vu ma montre, finalement, c'est pas si bien. Bah, t'es content ou c'est pas bien? Bah, je sais pas, moi, j'étais super content, j'ai l'impression d'avoir fait une belle course et tout. Mais quand je vois ma montre, c'est pas bien. Bon, arrête là, le monde. Ce qui est important, c'est que tu as l'impression d'avoir fait des belles choses, quoi. Tu vois. Ouais, très clair. Comment tu vois ton avenir, notamment avec Fartlek, on va dire dans 10 ans? Qu'est-ce que comment tu t'imagines? Bah, comme travailleur indépendant qui rame, c'est ça? Je sais pas, je sais pas. Je me suis toujours dit que j'ai une chance de fou de faire ce métier, de vivre de ma passion. Une chance que tu as provoqué Euh, quand même, hein. ouais, bien sûr, mais les deux. Je crois que Ouais, quand on a de ouais, hmm. voilà, faut jouer sur les deux tableaux, faut saisir Il et faut puis il faut saisir les moments de saisir et il faut chance. faire. Voilà, c'est ça. Hmm. Euh, j'ai longtemps eu peur en me disant ça va finir un jour et puis qu'est-ce que tu vas faire après? Donc j'ai aussi des fois voulu exister plus que ce qui était nécessaire, tu vois. Et puis maintenant je suis serein. Voilà. Je me dis bah si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. C'est pas grave. C'est bien. C'était une super aventure. Ça ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. Tu vois, ça, j'aurai des indicateurs qui me diront qu'il faut commencer à changer de formation si je dois changer parce que je verrai que j'ai moins de demandes, j'ai Mhm. une activité qui me blesse. Donc ça peut me laisser quelques années pour le faire. Voilà. J'aurais peut-être aussi envie de changer. Et puis, je suis serein parce que moi, j'aspire à un mode de vie très simple. Donc, au final, plus je vais vieillir, moins j'aurai besoin de choses. Donc, même si l'activité baisse, si ça se trouve, je vais baisser mes besoins avec l'activité et puis ce sera très bien. Enfin, voilà, je suis pas. Sérénité, avant tout. Donc, Sérénité. ouais, là, oui, oui, c'est ça. J'essaie, je suis pas, je me projette pas dans 10 ans. Non, non, Très bien. non. On arrive tranquillement à la fin de l'épisode. Qui souhaiterais-tu voir apparaître dans le podcast? Qui aimerais-tu entendre parler? Alors, je sais pas si moi, je pensais à Mathieu Forichon des Boss et des Buts. Je sais pas si Ah tu oui, l'as. ben je l'ai contacté Ok. à plusieurs reprises. On a échangé ensemble, ça devrait se faire. Ah, c'est cool. Ça Ouais, devrait se faire. c'est un gars bien, qui a un vrai regard aussi sur la pratique du trail, bah, déjà par ses dessins, mais aussi par ses paroles. Donc, Mathieu Forichon. Mathieu Forichon. Très bien. Merci pour la recommandation. Est-ce que tu as un dernier sujet à évoquer ou un message à faire passer? Non, je crois que j'en ai fait passer là. J'ai trop fait passer de messages là. Ils Ouais. sont tous partis, il n'y a plus que nous deux là. Moi, je déclare officiellement l'épisode le plus long enregistré depuis le début de mon projet. Ah Mais, mon euh, Dieu, c'est mais honteux. c'est C'est honteux. non, c'est pas honteux, c'est un vrai plaisir. C'était Non, hyper tu le fais en intéressant. 2 épisodes, je sais pas en faire un Je fais truc. Parce que le gars qui sait pas oh, synthétiser, c'est pas possible. non, non, c'était chouette. On va passer à la dernière partie de l'épisode, c'est les questions rapides. Alors, je vais te poser des questions. Si possible, des réponses courtes, sans argument. D'accord. Ah, Tu es prêt? tu crois que je sais faire ça? Ah, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Oui, j'y arrive. Ouais, allez, vas-y. Plat favori après la course. Euh, plat favori, waouh, saucisson sec, j'adore ça.
Boisson favorite après la course. Orangina. Gel, bar, les deux ou aucun des deux? J'aimerais les bars, mais elles passent pas tout le temps et à tout moment. Fait maison ou industriel? Industriel, mais j'aimerais faire maison. Grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie? Ah bah les deux. Ah non, En Bretagne, t'as les deux. mais tu peux pas. Ah, et bah pluie. Racine ou verglas? J'ai pas entendu. Racine ou verglas? Racine, Courir de nuit ou courir de jour? de jour. L'hiver ou l'été? L'hiver, Le matin, le midi ou le soir? tout le temps. Bah non, c'est pas une réponse. C'est pas une réponse. J'ai longtemps couru le midi. Ouais, midi, ça passe bien. Quand tu cours, c'est plutôt podcast, musique ou rien du tout? Rien du tout. Tu préfères courir seul ou accompagné? Seul. La musique dont tu ne parles à personne et que tu n'assumes pas trop. Mylène Farmer. Laquelle? Ainsi soit-je. Très bien. Avec le petit chant. Là, j'écoutais ça il y a 2-3 jours, je sais pas pourquoi, ça m'est Ah ouais, revenu. c'est parfait. Ouais, voilà, j'assume. Dernière question un peu compliquée. Coacher ou participer? Ah, en plus, t'as pas de joker. Non. Elle est dure celle-là. Ouais, elle est dure. Non, participer. Je pense que j'ai comme envie de vivre ma vie, ouais. C'est cool. Bon, Christophe, je te remercie énormément pour ces presque 1h45. On s'est régalé. Moi, je me suis vraiment régalé sur cet épisode. Donc, je te remercie vraiment du fond du cœur. Merci à toi. Ouais, c'était cool. C'était un chouette moment. C'était une belle expérience. Ouais, ça ramène des souvenirs, mais bah écoute, c'est chouette. J'espère que merci. les auditeurs auront le même plaisir. Ouais, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Je te souhaite une bonne soirée. À très bientôt. À bientôt. Salut. Christophe. À bientôt. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité. Et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try Podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit, et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon/Let's Try le podcast. Patreon, P-A-T-R-E-O-N. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut